Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision, 10-12 Le Zénith. C'est votre programme à l'antenne ce matin. On pense à ces pays qui nous montrent l'exemple. La France, par exemple, où actuellement il y a le numéro 2 du gouvernement français, François de Rugy, qui fait l'objet d'un gros scandale dans un tourbillon interminable puisqu'il lui est reproché d'avoir organisé dans son appartement des dîners où il aurait dépensé 63 000 euros. On parle là de près de 40 millions de francs CFA. C'est beaucoup d'argent et on voit très bien que là en France, il a été sommé de s'expliquer puisqu'il explique qu'il est un homme de bonne foi et qu'il l'a pas fait dans la logique que Mediapart a voulu rapporter dans son investigation et dans son enquête, puisque on reproche également à François de Rugy, le ministre de l'écologie en France, d'avoir loué des appartements réservés à des personnes moins nanties, donc ce qu'on appelle là-bas chez eux les HLM. Et donc il dit qu'il ne savait pas que c'était des logements HLM quand il prenait ces appartements-là à louer. Vous voyez clairement que dans un pays comme la France, on peut dénoncer un fait et des ministres sont obligés de se défendre. Au Cameroun, c'est pas le cas. Même quand les plus grands scandales sont dévoilés, on les maintient en fonction ou même on les promeut à des fonctions plus prestigieuses et plus grandes. Voilà la République qui est à terre, la République qui ne marche pas comme il le faut. Alors, comme chaque matin, nous serons là sur ce plateau. D'abord vous, Donald de Brice-Kamgan, bonjour. Bonjour les Fopoussi, bonjour à nos téléspectateurs. Je voudrais dire bonjour ce matin à tous les compatriotes qui nous écoutent. À Ngaoundéré, où le recteur a tenté de réduire les membres du conseil d'administration de l'université à 12 membres. Eh bien, cette mesure a créé de fortes échauffourées lors d'une session de ce conseil d'administration tenue le 28 juin dernier. Cette session a débouché sur de vives tensions au sein de ce campus entre les différents membres de ce conseil d'administration. Le Premier ministre chef du gouvernement vient de recadrer Madame Oufou Tchindje Melo, lui demandant de surseoir à cette mesure qui est manifestement illégale. On vous retrouve à 10h40 dans votre chronique, Donald Brice-Kamgan. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. L'université de Douala a un nouveau recteur, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2, SOA, est le nouveau recteur de l'université de Douala, le nommé Magouar Ondoa. C'est ce qu'on a pris hier dans le décret du président de la République. Il remplace François-Xavier Eto'o qui avait maille à partir avec les délégués du personnel d'appui et les personnels d'appui proprement dit. Voilà, on vous retrouve à 11h06 dans votre chronique, la revue des réseaux sociaux. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Après évaluation de la dette publique du Cameroun pour le premier trimestre 2019, il se trouve que le Cameroun a atteint les proportions inquiétantes. La dette publique dépasse 7 500 milliards de francs CFA. Qui va payer cette dette? Et on ne fait que s'endetter. Mais aucun projet n'aboutit. On s'endette. 7 500 milliards de francs. Premier trimestre. Hein. Vous savez, nous sommes là déjà. On a entamé le troisième trimestre, ça veut dire qu'à l'évaluation du deuxième trimestre, ça risque d'être encore inquiétant. Et à la fin de l'année, merci beaucoup. D'accord. On va démarrer le programme de ce matin avec la première articulation. Voici l'histoire du jour. On va débattre, mais avant, on raconte l'histoire avec vous. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous à la maison, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on parle de l'histoire de Jean. Jean a 30 ans, il a un emploi, il est en bonne santé, il va bien. Un soir, pendant qu'il était au bénitaria, dans un endroit, un étal où on vend des beignets, il a vu une jeune femme passer. La jeune femme s'appelait Pascaline.
Il a abordé la jeune femme et il lui a fait comprendre qu'il était attiré par elle et qu'il avait envie de tenter quelque chose avec elle. Pascaline, étant dans une église de réveil, lui a fait comprendre qu'il n'était pas question qu'elle échange avec lui à condition qu'il la rejoigne à l'église. La famille de Jean n'était pas d'accord avec cette décision, mais il s'est entêté. Il a dit « Moi, j'aime Pascaline, c'est une fille qui me semble bien, je l'ai observée. Sa manière de vivre avec les gens, moi, ça me plaît, alors je la suis. » Il s'est engagé, il est allé à l'église, on a annoncé leur mariage et ça fait 2 mois, ils se sont mariés. Sauf que depuis 2 mois, Jean ne se sent pas bien. Pascaline fait bien la cuisine, elle entretient bien la maison, mais elle est accro. Elle est accro au sexe. Pascaline en veut tout le temps, à chaque minute. Lorsqu'il se réveille le matin avant d'aller au travail, dès qu'il rentre du travail, dès qu'elle le voit. Et en plus de ça, Pascaline a une forte tendance à regarder des films érotiques. Aujourd'hui, Jean se plaint parce qu'il sent que ses forces le quittent. Il se sent de plus en plus fébrile au travail. Il sent également qu'au niveau de sa santé, ça ne va pas très bien. Donc aujourd'hui, Jean veut savoir si c'est normal pour une fille qui est censée n'avoir jamais eu de relation intime avant le mariage, d'avoir de telles envies, d'avoir autant envie d'en avoir. Est-ce que c'est possible qu'il tombe malade ou encore est-ce que sa femme ne va pas le tromper si jamais il n'arrive pas à arriver au niveau ou bien maintenir le cap, le nombre. Ouais. Quelqu'un avait dit c'est vraiment aux personnes qui n'ont pas de dents que la viande est souvent servie en grande quantité. On voit très bien dans cette histoire. Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, parce que c'est tellement vrai. Comme on dit souvent, j'ai d'aphorisme. C'est vraiment aux personnes qui n'ont pas les dents. Vous voyez la viande sur la table, tout ça là. Nous autres qui avons les dents, on n'a même pas une petite... Voilà. Voilà. Donc, vraiment, j'ai envie de dire... Vous voulez consommer de la viande? Oui, bien sûr. Alors, j'ai envie de demander à ce monsieur, mais de quoi se plaint-il, ce monsieur? Mais il a la femme de sa vie près de lui. De quoi il se plaint? Les gens, bon, bref, c'est pour dire que pendant que de nombreux hommes se plaignent de ce que leurs femmes ne sont pas très engagées, ne sont pas très... D'abord, premier élément de réflexion, c'est Karine Sontia qui m'a soufflé ça avant qu'on commence l'émission. Ça veut dire que ce monsieur-là sait bien faire l'amour. Donc sa femme en demande parce que il a la capacité de, même si on peut douter. Mais première chose, vous savez, il y a ce concept biblique qui veut qu'on ne fornique pas. Je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible, mais bon, les chrétiens disent que faire entretenir des relations avant le mariage, c'est forniquer. Donc, vous voyez des chrétiens rester puritains, rester pieux. C'est le jour du mariage que l'on consomme. Et vous savez d'ailleurs que, je ne sais pas, à l'époque, il y avait des filles qu'on amenait à mariage étant vierges. Et c'était un trophée, par exemple, de découvrir sa femme vierge dans le mariage. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, je préfère le dire comme ça. Même ceux qui disent qu'ils sont chrétiens ne font plus ça. Ils trouvent toujours le moyen de tricher, de le faire en cachette. Est-ce pour autant qu'on est préparé à avoir une vie épanouie sur le plan libidinal? C'est là toute la question. Est-ce que le fait que l'on entretienne, parce que beaucoup disent qu'il faut faire les entraînements avant le jour du match. Bon, est-ce que les entraînements là justement permettent qu'au jour du match, le joueur soit performant? Vous comprenez la métaphore. Donc, c'est ça la grande question. Et aussi, quand même, je suis surpris par cette femme. Est-ce que réellement, elle était comme elle dit avant de se marier? Il faut aller vérifier. Alors, Boro Bengan, je commence par votre lecture à vous ce matin. Non, il y a 2 problèmes. C'est la question, je pose deux problèmes fondamentaux. Oui. D'abord, c'est la femme qui entretient les performances sexuelles de son mari. Donc, deuxième chose, l'Église, ça montre encore la faillite de l'Église dans l'encadrement de couple. L'Église, ce n'est pas son affaire, elle ne sait même pas comment on s'y prend. D'accord. L'autre, maintenant, je vous avais cité l'endroit. Ce n'est pas l'Église qui a amené les filles à, comment je vais dire ça,
ne pas entretenir des rapports sexuels avant mariage. Nous, on avait un phénomène ici, le kondi, comme vous avez dit. Donc, une fille qui va en mariage, étant pucelle, c'était l'honneur de la famille. Et il était normal dans la tradition africaine que les jeunes enfants qu'on accompagne, que les deux familles s'unissent, s'y connaissent. C'est pour ça qu'il y avait l'éducation au mariage. On éduque les jeunes au mariage et ils allaient se découvrir ensemble, s'entraîner, comme vous dites, se connaître intimement, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais sauf que l'Église interdit ça. Non, l'Église plutôt est venue avec des entourloupes. L'Église est venue avec ce qu'on appelle les siksa. Les gens de certaines époques le savent. C'est-à-dire que les filles qui passaient par l'Église pour préparer le mariage, allaient en mariage étant déjà... connaissait déjà les hommes, pour utiliser vos termes. Mais donc, à l'église, on dit que quand vous faites ça, vous faites de la fornication. J'ai dit c'est faux, on vous le dit, mais les femmes qui savent, les gens qui nous suivent, qui savent ce que c'est que le siksa, ils savent bien que certaines filles attrapaient les grossesses au siksa. Et leur mari découvrait ça. Bon, mais bon, comme on était encadré, on leur disait, bon, laisse. Bon, donc, en fait, l'église a toujours commencé par les tromperies. C'est ça qu'il fallait préciser. En tout cas, c'est que les prêches officielles sont claires. Lorsque les prêtres, j'ai jamais vu un prêtre dans une homélie ou un pasteur dans une prêche conseiller aux gens de faire ça. Maintenant, si les gens passent outre cela et font ça en cachette, oui, justement, les prêches, vous avez raison, ils le disent, mais ils savent même qu'ils disent quoi? Faites ce qu'on vous demande de faire, ne faites pas ce que nous on fait. Bon, quand vous donnez votre fille sous l'encadrement des sœurs, des religieux, et qu'elle a tombé enceinte avant le mariage, elle n'a pas bu ça dans le verre d'eau. Alors ils disent là-bas, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a enceinté. Apparemment, c'est la Vierge Marie seule qui a été enceintée par le Saint-Esprit. Mais bon, si le Saint-Esprit distribue la grossesse comme ça... Ce qui est intéressant, c'est que, bon, l'Église catholique, les églises traditionnelles, parfois, on peut comprendre que des gens puissent... Mais on a des églises de réveil, de nouvelles églises, là, où on respecte ça à la lettre. Hein. Non. Elles respectent, mais... Les pentecôtistes... non, respectent pas. Le 7e jour, un truc comme ça. Elles jouent, ces églises-là, les adeptes de ces églises, ils jouent à respecter. Oui. Il y a plein de situations. Les témoins de Jéhovah aussi, je me rappelle. Je n'en sais rien, mais je connais des situations et elles sont de plus en plus nombreuses, ces situations-là. Le pasteur prend la mère et les filles et les engrossit. C'est au nom de Jésus. Bon, l'Equinox a fait des reportages. Non, mais ici, plus plénière, ça pose deux problèmes. Oui. D'abord, cette fille, je suis convaincu qu'elle n'est pas allée en mariage tant vierge. C'est-à-dire, c'est des genres de filles qui, elles commencent à 25-30 ans, elle se dit, mais c'est quoi? Bon, elle se réfugie, elle a tenté à gauche, à droite, ça n'a pas donné au lycée et tout. Bon, ça n'a pas donné, elle s'est dit, je me réfugie. Mais là, Dieu merci, elle a rencontré un garçon qui dit, bon, je ne suis pas venu m'amuser. Et il faut bien qu'on se marie, il faut bien qu'on se marie. Et le garçon la suit. Maintenant, est-ce que si l'Église encadrait un mariage, on aurait pu dire à cette fille, à ces filles qui sont dans ces églises de réveil, c'est comme ça qu'on entretient son mari. Quand on rentre sur le plan des relations intimes, ça se passe ci, ça se passe ça, ça se passe comme ça. Or, nos mamans le savent. Nos mamans savent comment entretenir les performances sexuelles de son mari. Elles vous l'apprennent. À travers les ingrédients que vous mettez dans les sauces. Sauf que là, il n'est pas question de performance. Non, l'homme est fatigué, pourquoi? Mais puisqu'il donne trop, il fait... Non, il travaille. Ça veut dire quoi? Justement, l'homme, il va au travail le matin. À quel moment il faudrait donc consommer votre mari et pour que le lendemain soit en forme pour aller au travail? Parce que cette fille n'a pas eu cette éducation-là. Elle sait seulement que je suis resté 10 ans. Comme ma première déception là, 10 ans, il faudrait que je consomme sans modération. Voilà. C'est comme ça qu'elle a dit. Et l'Église ne lui a pas appris. Non, mais en réalité, elle est accro, puisqu'elle regarde les films érotiques. Ça veut donc dire qu'elle ne sait pas, n'est pas religieuse. Elle n'a rien appris à l'Église, ou alors que l'Église n'apprend rien. Puisqu'en fait, selon les préceptes, ce qu'ils disent là-bas, c'est que on ne peut entretenir des relations sexuelles que si vous voulez avoir un enfant. Donc, en fait, même avec votre mari, vous n'entretenez pas des relations sexuelles simplement pour s'amuser. C'est ce que dit l'Église? Oui, l'Église, c'est comme ça.
Ces églises-là. Ces églises-là, en principe, oui. Et Mais les gens croient à ça. Les gens Ils voilà. appliquent. Ils appliquent ça. Bon, D'autres ça, appliquent, oui. comme elle, donc elle est accro, Ouais, comme vous dites, ça veut dire qu'elle n'a pas suivi cette éducation-là, et parce que l'Église a été incapable de lui inculquer une éducation qui puisse l'amener à maintenir son couple solide. Bon, comment une femme règle ça? Une femme règle ça quand sa maman lui dit, tu sais, voilà l'emploi du temps de ton mari. Si je ne sais pas, même si c'est le service de car où le gars doit être à son lieu de service quelquefois à 6 heures, ça veut dire qu'il doit se réveiller à 5 heures, 4h30, 5 heures. Quand un homme se lève à 5 heures, se laver, prendre petit déjeuner pour aller au travail, à quel moment il doit entretenir les rapports intimes? Les mamans apprennent ça aux enfants. C'est-à-dire que vous levez votre mari à 3 heures, vous avez votre relation intime, le mari dort un peu, vous le réveillez pour aller travailler. Maintenant, s'il se lève subitement à 5h30, se laver et tout, il ne sera pas à l'aise à 6 heures. Il faut qu'il ait un temps j'allais dire, de repos, voilà, il va de digestion de cet acte, il se lève et continue les autres travaux. D'accord. Voilà, Ok. c'est comme ça que ça se fait. Ça veut donc dire que vous orientez. Quand il arrive, est-ce qu'il dort à 20h, 21h? Voilà, vous consommez à 3h30 et c'est vous qui devez le réveiller. Lui préparer, servir intimement, vous lui laissez un moment de repos, vous prêtez la cuisine. Quand il part au travail, vous, la femme, vous venez encore vous recoucher. C'est comme ça que c'est intégré de manière caricaturale. Donald Brice-Caplan, est-ce que cet homme vous fait pitié? Oui, il me fait pitié. Écoutez, moi j'ai deux problèmes avec Pascaline. Le premier problème, c'est qu'elle a menti en disant qu'elle était vierge avant le mariage. Or, ce qui n'est pas vrai. Donc, au plan moral, il y a quelque chose qu'elle doit pouvoir se reprocher. Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'avant le mariage, elle n'avait jamais eu de relation? Bon, c'est une hypothèse. Hein. Donc, si on remet en cause ses propos, c'est parce qu'on estime que son comportement aujourd'hui n'est pas très logique avec le fait d'avoir attendu le mariage avant. Sur ce plan-là, Pascaline a quelque chose à se reprocher. Deuxième chose, non. Soyons d'accord quand même que tout excès nuit. Imaginez une femme, au moment où vous voulez aller à table manger, elle veut faire l'amour. Vous voulez prendre votre petit café, elle veut faire l'amour. Vous voulez discuter avec elle des problèmes de couple qui peuvent survenir. Mais où est le problème? Elle veut faire l'amour. C'est mieux sur la côte, non? Vous allez au travail, elle veut faire l'amour. Mais où est le problème? C'est un problème. Tout excès nu, monsieur. Non, moi je pensais la vie de couple est le résultat d'un consensus. La vie de couple est le résultat d'un consensus. Non, on veut dire qu'il ne faut pas que l'homme aussi saisisse les tribunaux pour harcèlement sexuel. Parce que ça aussi, c'est une marque de violence faite aux hommes. C'est ce qu'il veut dire là. Oui, c'est une sorte de violence. Mais si c'était inverse, si c'est l'homme qui voulait, on allait dire voilà. C'est comme un enfant. C'est comme un enfant. Maintenant, voilà un homme qui est harcelé. Soyons galants. Non, oui, les hommes sont galants. Mais c'est la galanterie. L'homme doit aussi respirer un peu. Nous sommes presque tous friands du sexe. Mais quand même, imaginez un enfant à qui vous donnez du biberon. Après 5 minutes, imaginez un enfant à qui vous donnez du biberon. Après 5 minutes, il vous montre des signes qu'il est rassasié. Et vous continuez à dire, tu vas boire. Attendez, ça devient gênant quand même. Vous mettez là, c'est parce que vous ne vivez pas ça. J'imagine des étapes psychologiques dans lesquelles il s'appelle comment? Jean se trouve. C'est comme quelqu'un qui est opprimé, qui est oppressé. Non, attends. Si ça fait plaisir à la femme, tant mieux qu'elle s'arrange à trouver un consensus sur la question avec son époux. Sinon, ça peut à la longue dégrader le mariage. Oui. Alors, moi, j'ai plutôt... Bon, bref, Karine, vous parlez d'abord parce que moi, tout à l'heure, vous me souffliez que lorsqu'une femme a donc atteint, comme vous l'avez dit, une satisfaction, c'est ce qui fait en sorte qu'elle en redemande encore et encore. C'est ce que vous disiez. Votre théorie de Pythagore faisait état de cela. Alors, sauf que ce théorème-là,
Je trouve quand même... Non, mais ça veut dire que la femme ne se rassasie pas. Non, pas forcément. Moi, justement, cette théorie-là me semble pas être... Ça veut donc dire que tout ce qu'on nous raconte là dehors, les femmes nous refusent alors. Ça veut dire qu'elles ne doivent plus se plaindre qu'on les harcèle. Voilà, ça veut dire qu'elle joue. Non, ça veut donc dire que... Elle ne le fait pas souvent assez et elle veut tester le plus régulièrement possible. Non. D'accord, oui, allez-y Karine, expliquez-nous. Il y a deux hypothèses. Et dans cette histoire, je ne vois même pas pourquoi il se plaint. Vraiment, je suis désolée. Jean, mais il n'y a pas de problème dans ce que tu nous racontes. Il n'y a pas de problème du tout. Le mariage, ce n'est pas la politique. Le sexe n'est pas une politique. On ne gère pas ça avec les principes, les bases, les règles et tout ça. Mais vous, les femmes, vous gérez ça. Ça vient tout seul. Quand une femme a envie, elle est prête à tout pour que ça se réalise. C'est la même chose que quand vous avez envie et que nous, on n'a pas envie, là, on se plie. Karine. Non, vous parlez de harcèlement. Je vais terminer mon point de vue. Le sexe n'est pas Je vais terminer mon point de vue. Non, dites que c'est pour ça que nous vous tentons souvent de harcèlement. Ce n'est pas une affaire de besoin insatiable. Il s'agit là d'une chose qui a été bonne la première fois. Et donc, il faut renouveler à chaque fois. Et l'autre hypothèse, c'est que peut-être que la femme n'a pas encore trouvé sa satisfaction et qu'elle cherche à y parvenir. Ça, c'est deux hypothèses. Mais par rapport à l'histoire du jour, l'histoire ne nous a pas dit que le monsieur a raconté à Dominique que sa femme n'était plus, n'avait pas connu d'homme avant lui. L'histoire ne nous a pas dit ça. Mais ce qui est là, c'est qu'on a affaire à une femme qui a longtemps attendu. Elle entendait ça dans les commentaires, elle entendait ça dans des petits discours, elle entendait ça peut-être à ses copines, aux amis, elle voyait peut-être à la télé, dans les séries télévisées, mais elle n'avait jamais expérimenté. Et la première fois qu'elle a expérimenté, elle a trouvé que c'est mieux pratiquer que raconter. Raison pour laquelle il vaut mieux passer à l'acte. Et elle trouve que son mari est le meilleur. Donc, il n'a qu'à réagir. Qu'il arrête de faire la paresse. Il n'a que 30 ans, monsieur Fopossi. Il se plaint déjà de faiblesse. C'est quoi? C'est un jeune garçon de 30 ans qui dit qu'il est fatigué. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Vous nous avez dépassé ce matin, franchement. Si. Il n'a que 30 ans. Il n'a que 30 ans. Et même jusqu'à 40 ans, c'est normal. Et à 40 ans, les hommes se revigorent. Mais là, à 30 ans, un jeune homme, un jeune monsieur, vraiment marié, il vient de se marier, il est encore aux premières heures de son mariage, donc pour lui là même, il est encore en train de... il est en lune de miel. Pour vous, c'est quoi? C'est l'expression de quoi? Les hommes sont devenus trop paresseux. Il est paresseux, lui là, il est paresseux. Leur alimentation donne des gros ventres. Peut-être. Ils sont fatigués, ils ne sont plus... Parce que là, vraiment, il a un problème, il est devenu paresseux, ou il a toujours été paresseux. Et comme elle n'avait pas essayé avant, elle ne pouvait pas savoir que c'est un paresseux. Un homme qui... Et c'est même une honte pour lui. Parce que normalement, c'est la femme qui doit fuir. Un homme qui dit à une autre femme que, pardon, posant mon problème au zénith, hein, ma femme, je n'en peux plus. Elle en demande trop, c'est grave. Ça veut dire que son problème, il doit aller voir un psychologue parce que là, sa situation est grave. C'est normal que l'homme soit harcelé. Il n'est pas harcelé, bon, c'est sa femme. Il n'est pas harcelé, je suis désolée. Mon point de vue, c'est qu'il n'est pas harcelé. Il n'a même pas encore 5 ans de mariage. Il n'a pas encore 5 ans de mariage. S'il se plaint à 2 mois, ça veut dire que c'est grave. À 2 mois de mariage, quand quelqu'un vient de se marier, ça doit être actif. Non, pas de précision. Il a passé tout ça. Je veux retracer le débat parce que c'est important. Bambok, Boula Brice, ce que Karine dit, elle est porte-parole de nombreuses femmes. La majorité silencieuse, des Camerounaises qui vivent dans les foyers, mais qui vous disent, de manière quand vous avec elles comme ça, qu'elles n'ont jamais atteint l'apogée sur ce plan-là. Elles sont nombreuses qui s'en plaignent. C'est une situation de ce temps. Il faut qu'on règle ces situations parce que les familles se disloquent. Pourquoi attendre le divorce au tribunal aujourd'hui? Je pense que ça part aussi de ça. C'est que nous avons des jeunes hommes, on leur a tout appris, avoir des diplômes, avoir un bon boulot, à être efficace, à travailler, mais ils ont peut-être oublié qu'il fallait être un peu efficace sur d'autres points aussi. Donc il faut qu'on en parle ce matin. Et Karine est en train de vous dire que... Oui, mais on a dit à Karine que c'est un petit point. Ce n'est pas le seul facteur. La femme s'organise dans l'emploi du temps de son mari et elle se met à l'aise par rapport à cela. Et vous verrez si son mari ne sera pas performant. Elle a créé dans l'emploi de temps de son mari des espaces pour elle. Et c'est simple. L'histoire de ce matin nous raconte et nous édifie mieux sur le temps. Parce que nous sommes actuellement
dans un moment où les hommes ont besoin de sexe, mais ne savent plus donner plaisir à leur femme. Voilà un homme qui, aujourd'hui, il se plaint que sa femme en demande trop. Il n'a même jamais cherché à demander à sa femme que pourquoi est-ce que tu en demandes trop? Est-ce que je ne te satisfais pas assez? Est-ce qu'il n'a jamais demandé? Mais aujourd'hui, il vient dire qu'elle en demande trop, il est fatigué. Ça veut dire que le problème, c'est lui et ça reste lui. Soit il n'a pas pu satisfaire sa femme au premier jour, soit il a satisfait sa femme au premier jour et que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas pu s'en passer. D'accord. Ou bien que, vous savez, parfois quand les femmes atteignent ce niveau maximal-là, il y a une forme de dégoût. Donc moi, je comprends ce que vous dites. Dominique Audrey. Monsieur Fopoussi, oui. Je vais vous dire quelque chose. Il y a là dehors, parmi toutes les femmes qui nous regardent, la plupart n'ont jamais connu l'apogée dont vous parlez, l'orgasme. Plusieurs n'ont jamais connu ça. Donc on ne va pas venir dire ici aujourd'hui que c'est parce qu'elle n'a pas encore atteint. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir un rapport sexuel qui vous satisfait sans atteindre l'orgasme. Mais maintenant, si vous êtes une femme qui maîtrisez votre corps, Monsieur Fopoussi, je sais que vous allez me taper sur le doigt pour ce que je vais vous dire, mais l'orgasme, on n'a pas forcément besoin d'avoir un homme à ses côtés pour atteindre l'orgasme. Par exemple, parce qu'on maîtrise son corps. Non, bah, attendez. Vous aviez raison de dire que je vous taperais sur les doigts. Justement, je vous tape sur les doigts. Donc, il y a quand même des sujets. Vous savez, nous. Oui, c'est pour ça que j'en parle dans les détails. Oui, justement, mais vous savez, on doit faire attention avec les forces sociales, avec les conventions sociales, avec des termes qu'on préfère garder tabou pour ne pas blesser la sensibilité des uns et des autres. Voilà. Oui, c'est pour ça que j'ai rien dit. Voilà, d'accord. Donc, on passe dessus. Même si moi, mon point de vue est tout autre. Je peux vous prouver ça. Après l'émission, je vous prouve. C'est pas la même chose. Aïe, aïe, aïe. Je vous dis que c'est pas la même chose. L'objectif sera atteint, Monsieur Fopoussi, et parfois le plaisir est meilleur. Vous et moi avons eu ce débat-là avant cette émission, je ne sais pas quand, un jour hors antenne, je vous l'ai dit, je vous ai dit et je vous l'ai dit encore, Dominique Audrey, dans la vie des hommes sur terre, hommes avec grand H, le volet sentiment et amour compte beaucoup. Sinon, nous serions tous avec des machines, nous vivons avec des machines et chacun. Oui, donc arrêtons de faire croire que tout est scientifique, tout est mathématique. Il y a une dimension métaphysique, spirituelle dans ce qu'on fait. Vous voyez, et c'est en ça que la création est magnifique, d'avoir un homme et une femme. Donc après, si vous nous dites que les sentiments ne servent à rien, que l'amour, le fait de ressentir un amour pour quelqu'un n'a aucun impact dans ce processus-là, quitte libre à vous de le penser. Vous serez d'accord également avec moi pour dire qu'on n'a pas forcément ce genre de rapport-là avec quelqu'un parce qu'on l'aime. Ça arrive qu'on le fasse avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc j'étais en train de dire que... Bonne moralité. J'étais en train de dire qu'une femme qui maîtrise son corps peut guider son partenaire. Le problème maintenant, c'est qu'on se retrouve avec des hommes et des femmes qui se retrouvent à avoir ce genre de relations intimes. C'est mécanique. Il vient, il fait son truc, il part, alors que c'est à la femme de lui dire que mon père, ici, touche ici, fais comme ça, prends comme ça, monte ici, descends là-bas. Par exemple, bon maintenant pour l'histoire d'aujourd'hui, Jean n'a pas du tout tort parce qu'il s'est retrouvé avec une femme qui est peut-être nymphomane. C'est elle qui doit consulter parce qu'elle a un besoin qui est insatiable. Ici, chez nous, on n'a pas tellement la culture des psys, mais si on va chercher un peu plus loin, on va se rendre compte que c'est une femme qui c'est pas normal. On a tout envie à un moment. Mais maintenant, je connais par exemple un homme qui fait le pouce-pouce dans un dépôt de bois. Il charge des grosses lattes comme ça. Le soir, quand il rentre à 18h, vous lui dites que vous voulez faire. Le matin... Avec tout le travail, non, sérieusement, un homme qui travaille, vraiment n'a pas le temps pour ces choses-là. Si vous êtes sa femme, ce dont il a besoin, c'est que il a juste besoin d'amour, pas de votre corps. Si tu connaissais ces pouces-pouces là, tu devais savoir que vraiment si vous connaissiez ces gens-là, vous deviez savoir que de côté sexe, il ne faut même pas en parler. Vraiment pas du tout. Si je ne suis pas une enfant. Alors, je sais de quoi je parle. Oui. Je ne suis pas une enfant. Au contraire. Il faut être... C'est parce que le gars, physiquement, donne le temps
qu'il faut justement qu'il se libère. Non, quelqu'un qui se dépense de la sorte. Vous pouvez me dire que là où vous êtes là, vous pouvez avoir des rapports sexuels tous les jours avec le rendement que vous avez. Je ne pense pas. Pourquoi pas? Si vous avez, ça veut dire que vous ne Mais les deux sont liés. Non, ça peut pas être lié. Pourquoi? Ça demande beaucoup. On dépense énormément d'énergie et tout le monde sait quelle est la valeur d'un rapport sexuel. Un rapport sexuel, ça demande énormément d'énergie. Donc un homme normal ne peut pas se dépenser autant. Vous sortez le matin, vous allez travailler. À 5 heures, elle est là, elle vous chauffe. Vous rentrez le soir, vous ne pouvez pas vous reposer. Vous avez vos problèmes et elle est toujours là avec le sexe. Avec le sexe. Alors, j'ai tout à l'heure évoqué, avant que vous me parliez de la brise, évoquer un sujet. Je voulais être le porte-parole de ces nombreuses femmes qui ne sont pas satisfaites. Et je voulais justement qu'on évoque un pan qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, notre temps, cette jeunesse d'aujourd'hui, les trentenaires, comme a dit Karine Sontia, ce qu'elle refuse de vous dire, c'est que ces trentenaires-là, malheureusement ou heureusement, ont 3, 4, 5 maîtresses. Comment un homme, je suppose que ce genre-là doit avoir, dans cette configuration, plus d'une trentaine, doit avoir 3, 4 maîtresses. C'est normal qu'il s'en fatigue. Non, il va à l'église, il n'en a pas. Comment ça? Parce qu'à l'église... Parce que sa femme ne regarde pas les films érotiques. Non, mais je vous dis, il y a un problème de multiplication d'énergie que les hommes ont. Les hommes doivent cesser de multiplier leurs énergies. Absolument. Je dis bien que les prédispositions d'un homme normal, donnent justement la testostérone, faire en sorte que l'homme est toujours celui. D'ailleurs, on l'a fait pour que l'espèce soit pérennisée. Mais quand on a un homme qui dit qu'il est fatigué, ça veut dire qu'il a au moins 3, 4 maîtresses et qu'il se retrouve là, au carrefour où il arrive. Justement, c'est bien que vous concluez par là. Vous prenez la question de votre point de vue. Oui. Pour vous, si une femme vous demande de lui faire l'amour, de 5h à 23h, il n'y a pas de problème. Ça parce que vous pensez... Est-ce que vous vivez la situation dans laquelle se retrouve Jean? Vous ne vivez pas cette situation. Une femme qui veut faire l'amour à tout moment, vous vivez ça et vous estimez que à un moment donné, ce n'est pas gênant pour le couple. Même la viande qui est une nourriture enviée par beaucoup de gens, à un moment donné, les gens, quand tu manges trop de la viande, ça devient gênant. C'est pour ça qu'il faut un consensus. Si chaque jour, Jean est sous pression, parce qu'on lui demande de faire l'amour, quand il veut traiter un dossier, quand il a un rendez-vous à prendre, quand il doit aller au boulot le matin, quand il doit prendre son café, quand il part en réunion professionnelle, attends, franchement, il faut faire autre chose. Faire l'amour en créatif. Autre chose. Moi, je termine par là. Non, faire l'amour en créatif. Et on a vu... Non, ne venez pas jouer, ne venez pas sur ce plateau jouer avec nos nerfs. Je vous en prie. Surtout Dominique Audrey. Parce que, est-ce que vous pensez que Bill Clinton, président américain de son État, avec tous les scandales qu'on a autour, vous pensez qu'il n'a pas de dossier à gérer? Est-ce qu'il a des rapports sexuels tous les jours? On vous dit que ce monsieur, sa secrétaire, c'est sa secrétaire. Mais ça peut pas être tous les jours, monsieur. On vous dit tous les... Et puis je voulais justement dire, ce n'est pas la régularité qui compte dans les rapports sexuels. C'est la manière. Vous pouvez faire l'amour à une fille de midi à 24 heures. Vous n'avez rien. Elle n'a pas de plaisir, ça ne lui dit rien. Mais un autre la prend en 2 minutes, elle pense qu'elle est au paradis. Oui, non, le problème ici, c'est que c'est la fille. La fille se plaint et je voulais aller dans le sens. Et vous avez raison. Oui. D'abord, il faudrait dire que plus on fait l'amour, plus on vit longtemps. Voilà. D'abord, je répète. Plus on fait l'amour, oui. Même les femmes, plus on fait l'amour, plus elles évitent même d'avoir le cancer de sein. Merci, Mombok. Donc, il y a plein de questions, des AVC. Maintenant, et vous avez raison, lorsqu'on vous dit qu'à notre époque, vous parlez de psychiatres, on n'en avait pas. Mais on encadre les jeunes couples, précisément parce qu'on savait qu'il y a des hommes qui peuvent être insatisfaits autant qu'il y a pour des femmes. Et lorsque vous avez une femme qui a cette volupté-là, cette volubilité à faire l'amour, comment on l'entretient? Cette boulimie de l'amour, il y a des encadrements précis. Et pour la femme, on vous encadre. Mais l'Église n'a pas ça. Et le consensus auquel vous avez fait, vous deux, vous êtes, j'allais dire, vous n'avez pas d'expérience. Vous allez vous trouver le consensus. Mais Bobo nous rejoint parce qu'il dit que l'excès nuit, c'est ce qu'il est en train d'expliquer maintenant. Oui, mais non. C'est ça à quoi je voulais qu'on aboutisse, à savoir qu'il faut un consensus, il faut qu'un consensus se dégage. Sinon après, l'homme se sent exaspéré, l'homme se sent harcelé. Non, le consensus
ne peut pas se dégager de l'homme en un emploi de temps. Vous avez les parents. On en parle à ses parents? Oui. L'encadrement de l'amour, je vous dis oui. C'est-à-dire que la jeune fille, elle doit être encadrée. Parce que la maman vous dit, vous pouvez trouver un homme qui à peine il dort jusqu'au matin. On fait comment? Vous pouvez trouver un homme qui, dès qu'il s'accroche, s'il peut faire 2 jours. On fait comment? De la même façon, le petit garçon, il est encadré par ses aînés. Donc, nous, on connaît ces problèmes. Ces problèmes ne commencent pas aujourd'hui. Mais ces problèmes sont nés du fait que nous avons des hommes qui entretiennent plusieurs relations. Justement, ça aussi. Il faut l'admettre. Les Camerounais, quand vous les interrogez, ils dispersent l'énergie. Et vous, c'est difficile qu'un Camerounais vous dise qu'il peut. Non, mais l'histoire nous a pas dit que Paul disperse l'énergie. Non, mais ça, pas dit. Ça en a tout l'air en réalité. On va lire quelques messages avec vous, Karine Santia, tout en rappelant que les scandales des présidents de la République, des scandales des hommes d'affaires et tout ça, nous renseignent à suffisance sur ces cas-là. Allez-y. Oui, justement, on va lire ce message de Moukouri Dakwa qui nous écrit « Je voulais juste dire que le sexe n'est pas vraiment important quand un homme aime vraiment. » Un autre, très simple, elle n'a pas eu quelqu'un pour l'orienter à propos du sexe, donc dans le mariage, elle veut se satisfaire le plus possible. On n'oriente plus les enfants. Cette femme est une obsédée. Justement, ne commettez pas cette erreur, orientez vos enfants. Il faudrait le dire aux parents, parce que moi, j'ai pas d'orientation sexuelle. Mais vos parents, ne laissez pas les parents, ils auront une sexualité débridée. Ils n'auront rien, tout ça s'encadre. C'est parce que vous êtes aussi en situation de manque, peut-être que vous pensez que l'excès ne nuit pas. Pour quelqu'un qui en a assez tous les jours, il estime que c'est étouffant. Oui, il faut. Parce que sous-entendu, c'est très dangereux. Attendez, vos sous-entendus sont très dangereux. Il y a la valeur sanitaire qu'évoquait Mbombo tout à l'heure. Les études scientifiques que moi j'ai lues disent que le sexe est bien pour la santé. Je suis tout à fait d'accord. Mais il dit l'excès à un moment donné nuit. Non, qui a dit ça? Au plan personnel, de la gestion de son emploi de temps, par exemple, à un moment donné, ça devient. Non, mais si c'est au plan personnel, c'est autre chose. Je veux dire au plan physiologique. On perd le de poids. votre anatomie. On perd le poids. Oui, on perd tout ce que vous prenez en accès, M. Fopossi, ça nuit. Ok. C'est simple à comprendre. Cette femme est une obsédée sexuelle. Toute chose doit se faire avec modération et surtout se mettre aussi à la place de l'autre. C'est Dieudonné qui nous écrit ce matin. La jeune dame qui supporte pascalise le plateau n'a pas compris la vie. Après le sexe, tu vas manger quoi? Jean est même indulgent. Moi, je l'aurais chassé depuis. Qui vous dit qu'il faut compromettre ses activités à cause des désirs de sexe? Fabrice de Colbison qui nous écrit j'aimerais bien faire... D'accord, allez-y. Sujet très perplexe car la femme est mystérieuse. Car si elle ne fantasme pas sur toi-même, si tu lui fais l'amour 4 jours sans t'arrêter, elle ne sera jamais satisfaite. Christian depuis Bafia qui nous écrit faire l'amour à sa femme constamment permet d'éviter le rétrécissement de son... D'accord, arrêtez de lire ce message. Hein. C'est Sébastien depuis Bafoussam. En fait, la dame en voile sur la tête est très mature et a parfaitement raison. Bonjour à toute l'équipe. Moi, ce sont les conditions de l'église qui de réveil, d'accord? Des règles. D'accord. Notre message, ce que dit la jeune femme est vérité, car un homme doit consommer son mariage au maximum les 2 premières années, ce qui veut dire qu'il est paresseux. Voilà. Comme ça vous concernait, vous lisez ça avec une diction claire. Et la paresse doit être bien définie dans ce cas. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les personnes qui en souffrent, d'ailleurs, vont continuer à en souffrir si rien n'est fait. Donc, il faut trouver le moyen de résoudre cela. C'est un peu comme un riche et un pauvre. Le riche, lui, consomme la salade tous les matins, du café, de la viande, du riz. Le pauvre, lui, il estime que s'il a ça même tous les jours, il ne va jamais s'ennuyer. Pourtant, le jour où il sera dans ces conditions-là, il va trouver que c'est gênant. Voilà. Au bout de 2-3 semaines. Bon, j'attends que ça m'arrive aussi. Oui, peut-être que c'est gênant. Vous êtes à manque, c'est pour ça que vous estimez que l'excès n'est mieux. C'est pour ça qu'il attend. Donc j'attends mon jour quand ça sera excessif pour que je m'ennuie. Vous avez compris la situation dans laquelle se trouve Jean? Je ne suis pas très sûr. Voilà. Merci. Vous me direz. Merci infiniment
C'est sur cette note d'humour qu'on va terminer avec cette histoire du jour, mesdames, messieurs. La suite de ce programme, voici la colère de Donald Brice Kamgang. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur un sujet gravissime. La crise des personnels de santé dans nos formations hospitalières. Le sujet est grave. Même argent en main, vous avez de fortes chances aujourd'hui de mourir à l'entrée d'une formation hospitalière parce qu'il n'y a pas de médecin, pas d'infirmier pour vous prendre en charge. Dans la filière médicale purement, la crise atteint un niveau chronique depuis belle lurette, on le sait. Où sont passés nos médecins? Ils sont près de 10 000 formés au Cameroun et qui offrent leurs services à l'extérieur du pays, répond l'ordre de cet ordre, l'ordre national des médecins. Ils offrent leur expertise en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, et que sais-je encore. Face à des conditions de travail douloureuses, face à des salaires minables, nos médecins s'enfuient massivement pour ces pays étrangers qui leur offrent des conditions de travail acceptables, de meilleurs plateaux techniques, mais aussi de meilleurs profils de carrière. Bref, la considération à la hauteur de leurs compétences, la considération à la hauteur de ce que ces pays-là ont comme respect et considération justement pour leurs citoyens. Conséquence, le Cameroun n'a que 10 cancérologues pour plus de 20 millions d'habitants. Tenez, 10 psychiatres pour plus de 20 millions d'habitants, 5 proctologues pour plus de 20 millions d'habitants, 0 gastro-entérologue pédiatrique pour plus de 20 millions d'habitants, 0 rhumatologue pédiatrique pour plus de 20 millions d'habitants. La crise est grave. Il faut faire quelque chose qui a intérêt à voir les Camerounais continuer à mourir sans avoir l'argent, comme les grands pontes du régime, pour obtenir une évacuation sanitaire à l'étranger. Voilà, on va donc évoquer cette question de nos fuites de cerveau, les cerveaux de l'ordre médical, pour en parler donc avec votre colère ce matin, pour signaler que tout récemment d'ailleurs on était à évoquer les revendications du CIMEC, c'est le syndicat des médecins du Cameroun, avec en premier fil, chef de file, son président, comme je l'ai dit, Dr Yves Basson, les autres aussi, Dr Kamta, Dr Obama et les autres, qui se sont battus il y a de cela quelques mois pour alerter la conscience nationale, interpeller, comme vous l'avez fait ce matin, sur la situation des médecins camerounais. Parce que s'ils vont à l'étranger, ça veut dire qu'il y a une politique nationale qui ne permet pas de les retenir sur place. Il n'y a pas une politique assez incitative qui permette à ces médecins-là de s'épanouir sur place au Cameroun. Donc c'est pourquoi ils sont arrachés par d'autres pays, notamment les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne, où il y a une forte concentration aux États-Unis également de médecins d'origine camerounaise. Donc c'est ça le véritable problème, et c'est à cette question-là qu'on doit trouver des réponses. Parce que lorsqu'on regarde le temps qu'ils mettent pour se former, 7 ans pour les généralistes et un peu plus pour ceux qui se spécialisent, on voit très bien que leur rémunération n'est pas en adéquation avec tout cela. Et le CIMEC, en son temps, commençait déjà à le dire. Et quand on voit les conditions dans lesquelles ces médecins la pratiquent, mais c'est à se demander, est-ce qu'on va faire autant d'études pour aller dans un hôpital un malfamé où on est assis et où on discute la place avec des risques énormes? Tout cela fait en sorte que les médecins ne sont pas bien dans leur peau lorsqu'ils sont amenés à exercer sur le sol camerounais. Bon, Robengan, je commence par votre analyse de cette situation. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut lier. Il faut lier manque de politique gouvernementale pour l'encadrement de ces populations, mais également j'allais dire le programme d'assassinat
des populations par les institutions de Bretton Woods. Je parle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Parce que lorsque le chef de l'État, Paul Biya, lance le 6e plan quinquennal à l'Assemblée nationale le 14 août 1986, il dit bien que nous n'irons pas au FMI. Il énonce un certain nombre de choses pour lesquelles l'État du Cameroun devait mettre, notamment l'amélioration de conditions de santé. Et que son prédécesseur, son illustre prédécesseur, parce qu'il faut utiliser l'expression qu'il a lui-même utilisée, lui avait laissé. C'est-à-dire qu'en fait, on avait pensé qu'en 2025, la population du Cameroun devait être à 40 millions d'habitants. Et la politique de santé publique qui devait accompagner cette population-là était connue. Et maintenant, sauf que, à un moment, il vous dit on ne va pas, ça veut dire qu'il veut faire quelque chose. Le lendemain, son ministre des Finances, Sadou Ayatou, dit que maintenant, aller au FMI, on ne s'en sortira pas. Mais on y est quand même allé. Comment faire donc l'équilibre entre les deux? C'est ça le problème qui nous a conduit ici. Parce qu'en fait, les institutions de Bretton Woods nous ont amenés à abandonner la dimension sociale des politiques économiques des États. C'est-à-dire, vous abandonnez l'école, vous abandonnez la santé. Mais que représente un pays, une population qui n'a pas accès à la santé? Vous voyez, est-ce qu'il existe un centre hospitalier universitaire au Cameroun? Vous me direz oui, il y a un CHU à Yaoundé, je vous dirai non. Il n'y a de CHU que de non. Il y a des noms, parce que même les bâtiments sont dans un état de vétusté. Mais comment donc, il y a quand même une pénurie de oui, médecins. c'est pour ça que j'ai dit que par rapport à ça, il n'y a pas que la pénurie de médecins. Au Cameroun, c'est un médecin pour 40 000 habitants. Voilà, il n'y a pas. Même les infirmiers, est-ce que les infirmiers sont utilisés? C'est grave. Lorsque vous arrivez à une situation où c'est le ministère de l'Agriculture qui délivre les autorisations d'exercice dans les GIC santé, ça veut dire que vous êtes un pays qui a touché le fond. Il n'existe pas d'infirmiers, il n'existe pas de médecins. Vous parlez, je veux dire, le corps médical est complètement délabré. Ce n'est pas faute d'avoir formé des gens. Ils sont formés. Il y a même des médecins qui sortent du Cameroun, qui travaillent en RDC, qui travaillent au Mali, qui travaillent en Côte d'Ivoire. Pourquoi nous, mais comment faire pour les maintenir sur place? Les maintenir, c'est pour ça que j'ai parlé de la politique publique en matière de santé. C'est-à-dire, on vous dit que vous avez atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE, ça veut dire que maintenant, vous pouvez élaborer votre politique. C'est vous qui dites, par exemple, qu'il n'existe que 2 pédiatres dans toute la région, de l'extrême nord. 2 pédiatres. Vous pouvez être comment? Donc, il existe 8 universités d'État. Vous créez 8 facultés de médecine et de sciences, tout ce que vous voulez. Ça veut dire que c'est vous qui avez transformé les dispensaires en centres de santé intégrés. C'est vous qui parlez de centre médical d'arrondissement. C'est vous qui parlez d'hôpital de ceci, de cela, de cela. Et vous devez donc fournir ces centres hospitaliers-là du personnel approprié. Et quand vous ne le faites pas, et les gens iront partout. Et malheureusement, c'est la situation qui nous arrive aujourd'hui. Donc, et là, je termine par là ce que vous avez dit pour un coup de chapeau. Parce que pour la première fois quand même, il faut qu'on voie un syndicat qui va au-delà de la revendication de ses propres conditions de travail, donc le syndicat des médecins du secteur public. Parce que là, il faut leur tirer un coup de chapeau en leur disant, mais nous voulons aider nos populations à se soigner bien. Au lieu de rester là que payer nous, ramener notre salaire avant la coupe avant. Il dit non, parce qu'on ne peut plus, au moment, payer, enlever nos 100 francs, payer les seringues, assister ici et là. Même le programme de médicaments essentiels n'existe plus. Donc, les médecins, on doit les écouter. Malheureusement, on ne les écoute pas. Alors, Karine, sur cette question, quelles sont vos observations à la suite de la colère de Donald Brice? La crise des ressources humaines dans le domaine de la santé au Cameroun est très importante parce qu'on assiste notamment au vieillissement même de cette main-d'œuvre-là. Il y en a on est déjà à 66% des ressources humaines de santé en 2011 qui sont vieillissantes. On a aussi la centralisation des recrutements qui cause aussi un gros problème, et ce problème d'inégales affectations de manière régionale, c'est-à-dire que c'est inéquilibré. Il y a des régions qui n'ont même pas de spécialistes au Cameroun par rapport à certaines pathologies.
Mais ce qui est encore plus important par rapport à cela, c'est que le Cameroun compte 1,1 médecins et 7,8 infirmières et sages-femmes pour 10 000 habitants en 2010. Donc, ça devient criard. C'est une situation qui est très, très importante à noter. Et nous sommes aujourd'hui en train de faire face à plusieurs épidémies qui se poursuivent, qui se suivent même. Et jusqu'aujourd'hui, on a ce problème d'insuffisance rénale, ce problème des AVC et autres. Il faut véritablement que même dans des zones rurales, on puisse avoir des médecins spécialisés. Oui, Dominique. Pour pouvoir atteindre l'émergence dans laquelle on se projette, entre guillemets, il faudrait qu'on ait des Camerounais en bonne santé. Il faudrait qu'on puisse se lever chacun à notre niveau, aller au travail. Mais ce n'est pas possible si on arrive à l'hôpital et on n'a personne pour nous placer une perfusion, par exemple. Je crois qu'il y a des écoles où il y a des médecins qui sortent et c'est chacun qui est obligé de se battre pour faire des vacations parce qu'il n'y a pas de moyens pour intégrer ces personnes-là. Malheureusement, le gouvernement aujourd'hui fuit ses responsabilités, ne veut pas affronter les problèmes, créer des conditions idoines pour pouvoir travailler. Il faut le matériel, on brûle juste les médicaments, on crée juste des brigades. Mais maintenant, il faut dans les hôpitaux aller faire un travail de fond. Malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui font des débats stériles sur un ci ou un ça qui n'avance véritablement à rien. Donc, je pense que il faudrait qu'on essaye de revoir le système médical parce que si on n'est pas en bonne santé, si on n'a pas de médecin pour nous soigner, parce qu'on a vu des gens, par exemple, arriver à l'hôpital, il n'y a personne pour vous faire accoucher. Donc, Monsieur Fopoussi, il y a beaucoup de choses à faire. D'accord. Alors, il faut remarquer, et je continue à le dire, si nous avons une main-d'œuvre de médecins qui va à l'étranger chercher là où l'herbe est plus verte, chercher les dorados, ça veut dire que nous n'avons pas pu, dans ce pays, les fixer sur place. Et c'est pourquoi nous avons justement cela. Parce que le Cameroun, il faut le signaler, forme beaucoup de médecins. C'est un médecin qui me faisait cette confidence, me disait, c'est un paradoxe. Et pourtant, nous avons dans ce pays des médecins. On forme trop de médecins, d'ailleurs. Voilà. Si vous permettez, et bien formés, oui. Oui, si vous permettez, Monsieur Fopoussi, pour ceux qui ne vont pas à l'étranger, ils se ruent maintenant dans le privé. Maintenant, c'est chacun qui va ouvrir sa clinique. Et maintenant, c'est le Camerounais moyen qui souffre. Parce qu'il n'a pas les moyens d'aller payer dans le privé, malheureusement. Mais au moins, reste au privé quand même. C'est bon. Au moins, il reste au pays. Au Cameroun. Oui, Donald Brice. Bon, en termes de standard, l'OMS indique qu'il faut un médecin pour 10 000 habitants. C'est le standard international. Oui. Au Cameroun, on est loin, très loin. 40 000. 40 000 habitants pour un médecin. Oui. Vous voyez que le déficit est chronique. Sur quelques chiffres tout à l'heure. Alors, sur cette question, évidemment, il y a une conséquence grave lorsqu'il y a cette fuite des cerveaux dans le secteur médical, c'est que la formation coûte cher, évidemment. L'État investit beaucoup d'argent pour la formation, acquérir les équipements, les recyclages, les mises à jour des connaissances. Et donc, si du personnel médical est formé sur place et s'en va chercher clientèle meilleure fortune ailleurs, au Canada, aux États-Unis, il y a une perte sur le plan des investissements, sur le plan financier pour l'État. Mais la perte également, évidemment, c'est au niveau de la qualité des ressources humaines parce que pour travailler, il faut être en santé. Deuxième élément, aucun médecin ne serait content. Le rôle du médecin, c'est de donner la vie. Donc, on peut comprendre que sur le plan humain, les médecins soient assez gênés de voir des malades, des patients mourir, soit parce qu'il n'y a pas assez d'expertise. Moi, je rappelais tout à l'heure que dans la vaste région de l'extrême nord, il n'y a que 2 pédiatres. Parce qu'il n'y en a que 10 au Cameroun dans l'ensemble du pays. Il y a des régions comme l'Est qui n'en ont pas. Voilà. Donc, c'est une question qui est grave. Et il faut également rappeler que ça nécessite aussi des investissements. Quelle opportunité de renouveler le parc automobile des administrations tout le temps, alors que les secteurs comme les secteurs de la santé sont des secteurs sensibles. Au Cameroun, on a l'impression que les hôpitaux publics notamment sont chargés de faire entre le chiffre d'affaires. La récente loi sur les établissements entreprises publiques, on fait bien distinguer entre établissements et entreprises publiques. La nuance est importante parce que un établissement public, c'est une structure de l'État qui n'a pas pour vocation d'apporter de l'argent dans les caisses de l'État, à la différence d'une entreprise publique. Donc, dans cette classification, les hôpitaux rentrent justement dans la catégorie des établissements publics et qui ont donc une mission davantage sociale, même si on attend d'un hôpital que
par les services qu'il a rendus, qu'il puisse assumer les charges, assainissement, maintien des équipements, ainsi de suite. Mais le rôle de l'hôpital, ce n'est pas rapporter de l'argent à l'État. D'accord. Il y a une autre donnée, j'essaie d'envoyer ça comme ça. Lorsqu'on nomme, parce qu'il y a quand même beaucoup de médecins qui font autre chose que pratiquer la médecine, hein, est-ce que ça n'a pas aussi un impact de voir des médecins qu'on nomme dans des postes... délégués médicaux. Des postes, non, pas des délégués régionaux. Responsables de l'administration centrale. Voilà, tout ça, des postes. Oui. Est-ce que ça ne pose pas aussi un problème? Ça aussi, c'est un problème. Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont fonctionnaires et qui sont dans les bureaux à signer les papiers. Voilà. Alors qu'en raison du déficit, on sera attendu à ce que pour une politique rationnelle voudrait qu'il soit déployé. Mais sur ce plan, justement, il faut saluer une décision que vient de prendre le ministre Santé qui est en poste. Il a fait signer le 8 mai dernier une décision qui affecte 56 médecins de l'administration centrale qui étaient à la direction des ressources humaines du ministère de la Santé publique pour les hôpitaux publics. Voilà, il faut saluer cela, il faut densifier cela. Parce qu'il y a beaucoup de médecins, vous les voyez, ils sont docteurs, ils se retrouvent dans le tourisme, dans des affaires qui n'ont rien à voir avec la médecine. Vous posez des questions, mais comment celui-ci a laissé les hôpitaux pour se retrouver? Mais on comprend que là, on va où il y aura plus d'argent, là où il y aura des nominations. La gestion rationnelle des ressources qu'on a. Tout à fait. Donc, il y a ça aussi à relever. D'ailleurs, je pose la question, est-ce qu'il n'est pas temps aussi qu'on réfléchisse, d'ailleurs, parce que c'est aussi un débat, hein, et c'est Madame Lehmann Véronique qui en faisait cas, puisqu'elle est administratrice de santé. Elle faisait une distinction en disant que dans les pays comme la France, l'administration des hôpitaux est confiée à des administrateurs qui sont formés pour cela, et qu'on verrait rarement des médecins à la tête des hôpitaux là-bas. Donc, il y a aussi... Donc, le point qu'à l'ENAM, il y a une filière qui forme les administrateurs de santé. Mais ce n'est pas une école spécialisée. Oui. Et le nombre de personnes formées par an est minable par rapport à la forte demande qu'il y a. Mais la question de fond, c'est aussi, et là c'est important, la mise en œuvre de cette fameuse couverture santé universelle qui est attendue, laquelle couverture santé permettrait un accès du grand nombre aux soins de santé à moindre coût. D'accord. On va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission, Madame, Messieurs. Nous sommes de retour dans un instant. Restez avec nous sur Equinox. Retour sur ce plateau du 10-12, le zénith de ce vendredi 12 juillet 2019. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous sur cette antenne. On va poursuivre cette émission, la deuxième partie qui démarre là maintenant, avec quelques messages et ensuite on va rentrer dans la revue des réseaux sociaux. C'est ça le programme, hein, très alléchant, très chargé. Il y a de quoi se mettre sous la dent. Il y a des choses qu'on doit dire, mais avant, quelques messages, Karine, je vous en prie. Les médecins du Cameroun en fonction sont assis dans les fauteuils de leur bureau juste pour remplir l'effectif. Et il est incompréhensible que dans un pays comme le nôtre, des citoyens perdent la vie avec leur argent en main, juste parce que les personnels de santé sont fixés et scotchés sur leur téléphone. Osni Moubarak qui nous écrit ce matin. Je suis d'accord avec le président égyptien. Je suis d'accord avec la dame en couleur. L'ancien président égyptien. Mais tout commence par l'amélioration des conditions de travail. C'est attend depuis Yaoundé qui nous écrit. Si nos médecins se dirigent toujours à l'étranger, c'est juste parce que le salaire est très minable et on ne les respecte pas chez nous, car à l'étranger, ils sont comme des deuxièmes dieux. Le Cameroun devrait tout revoir dans le secteur de la santé. Un autre téléspectateur, concerning the College of Donald, this morning, the 2018 batch of the faculties of medicine isn't yet posted since more than 1 year now. Shame of us. Voilà, alors j'ai vu qu'il y avait des médecins camerounais qui touchaient dans les 150 000 au Bengale, et je me posais la question, mais c'est pas juste ça. Prenons un enfant que vous envoyez à l'université qui est dans le Ndé, là, pour ne pas citer, où on paye beaucoup d'argent, par exemple. C'est 1 million par la pension là-bas. Que ce soit là-bas ou même dans 7 millions sur 7 ans de formation pour être généraliste, si ça continue, c'est encore plus grave. Pour que l'enfant revienne pour avoir 150 000 salaires par mois, c'est pas juste ça, non? Lorsqu'on charge le ministre des Finances du Cameroun de déclamer l'assassinat des 14 pays africains de la zone franc, c'est-à-dire c'était Antoine Timi,
qui lisait la déclaration finale qui consacre la dévaluation de franc CFA en janvier 1994. Le médecin, après la baisse de salaire, le médecin touchait 90 000 francs. Avec 90 000. Voilà, non, c'est moins que ça. Non, vous êtes, c'est ça la 150, c'est moins que ça, oui. Oui. 90 000 salles de base. Maintenant, on sait que pour un fonctionnaire, 2 ans après, il y a certains avantages, après 2 ans et tout. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je voulais juste expliquer, vous avez raison. Oui. Avec 150 000 francs pour Bac plus 7, s'il n'y a pas de l'injure, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, nous insultons nos médecins. Nous insultons nos médecins, nous insultons leurs enseignants. Et c'est pour cette raison que allez dans les facultés de médecine ici, vous verrez que c'est dans une situation complètement catastrophique. D'accord. Okay. Catastrophique. Donc vous avez raison de vous plaindre. Et il y a de quoi, Bor Bengan, parce que je disais encore les chiffres des salaires moyens des médecins au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, ils sont dans les 1 500 000, 2 millions là-bas. Mais pourquoi ce gap-là? Pourquoi c'est trop? Pourquoi c'est aussi grand entre ces pays, le Gabon, la Côte d'Ivoire? Parce que là-bas, on a su, lorsque on a le Fonds monétaire international et la Banque mondiale nous ont imposé leur politique antisociale. Mais ils l'ont aussi fait chez eux. Oui, ces pays-là se sont réajustés. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour cette raison que je vous dis, comment le président Paul Biya, qui dit non au FMI, le ministère des Finances dit non au FMI, au lieu de savoir, parce que c'est eux qui négociaient là-bas, ils savent quelles sont les orientations, j'allais dire meurtrières, que ces institutions apportent dans notre pays. Ils refusent de réajuster ici chez nous. D'accord. Donc, on commence à développer des bandes de copains qui peuvent aller ici, là. C'est ça qui nous assassine. Ce sont ces politiques assassines qu'on nous a mis en place ici. Voilà. C'est ça qui est déplorable. Et puis, je voudrais ajouter un autre élément. Il y a un rapport de la Banque mondiale qui date de fin 2018 qui précise que au Cameroun, les secteurs sociaux ne sont pas une priorité. Je ne voudrais pas prendre ça sur moi parce que c'est une institution qui le dit. Un autre élément, c'est, vous citez le Gabon. Le salaire dans le secteur médical, je crois, se paye sur la base du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Au Gabon, le SMIC, c'est 80 000, autour de 80 000 en tout cas. Donc, sur cette base-là, évidemment, on comprend que les salaires soient plus élevés qu'ici. Alors, il y a également l'autre chose, les affectations, on peut dire, un peu fantaisistes, on peut le dire comme ça, même si après, en tant que citoyen camerounais, ces médecins devraient avoir la fibre patriotique pour comprendre que même si on m'envoie dans un village, un centre de santé qui n'a rien, et que je doive... Parce que je regardais encore tout récemment un reportage où une jeune dame médecin expliquait que c'est elle qui ravitaille son centre de santé de tout ce qu'il y a à acheter. Elle sort de ses poches pour ça. C'est assez grave. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, là encore, un peu de patriotisme qu'on devrait demander? On ne veut pas interpeller nos médecins. Les médecins, le patriotisme n'est pas... Ils sont patriotes, ils aiment leur pays. Je pense juste le sujet pour qu'on se comprenne. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oui. Aucun médecin, vous l'affectez ou dans n'importe quel village reculé, il va y aller. Le problème, justement, c'est que les mesures d'accompagnement ne suivent pas. Oui. D'abord, le centre de santé intégré, prenons même le cas, puisque c'était un dispensaire hier qui est devenu centre de santé intégré. Vous dites, venez, vous êtes médecin généraliste, vous installez, il viendra. Maintenant, qui va compléter ce dossier? Parce qu'il est sorti quand même d'une école de formation. Il a fait un dossier de recrutement à la fonction publique. Au lieu que la fonction publique et la réforme administrative traitent le dossier au point où, étant là-bas, parce qu'on reste avec les coups de téléphone et même les mails, on l'appelle pour lui dire, non, docteur, passez à telle banque, vous avez dit qu'on pourrait faire les virements dans telle banque, la banque la plus proche de votre lieu d'affectation, c'est telle banque, votre argent est déjà arrivé. Voilà, les 3 mois ou 4 mois de rappel sont arrivés, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne se fait pas. Donc, le médecin est obligé de revenir. Et il y a eu le professeur Nguine Ona, par exemple, a sorti il y a un peu là le cas du docteur Faisal, qu'il est allé à l'hôpital de Poli. Le gars met son argent à la poche et tout. Voilà, dans le nord. Il met, lui, le jour où le serpent, il est mordu par le serpent, il n'y avait plus de médicaments. On le met dans l'ambulance et tout, il est mort. À peine est-il arrivé à Garoua. Donc,
il a mis et tout, et son argent de rappel, et son argent d'études, d'abord pour entretenir l'hôpital que l'État doit entretenir. Donc, ils sont pleins comme ça. Tout à fait. Cessons de convoquer le patriotisme comme une excuse à l'incurie ou à la malgouvernance. Qu'est-ce qui explique qu'un administrateur civil qui est encore en formation à l'ENAM reçoive une bourse qui est l'équivalent de salaire. Alors que l'enseignant, lui, doit attendre 1, 2, 3, 4 ans parfois avant de se voir intégrer ou recevoir son premier salaire. D'accord. C'est incompréhensible. Oui, et le médecin également. On va s'arrêter là, on va prendre la revue des réseaux sociaux maintenant. Karine. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux notamment, on va parler de l'université de Douala qui a un nouveau recteur. Il s'agit de Magua Ondoa, doyen à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2, SOA, est le nouveau recteur de l'université de Douala en remplacement de François-Xavier Eto'o, selon un décret du président de la République du 11 juillet 2019. Selon certains observateurs de la scène publique, François-Xavier Eto'o sera victime de ce bras de fer qu'il a opposé au syndicat national des personnels d'appui et des délégués de personnel d'appui de l'université de Douala. Mais beaucoup se souviennent encore aussi du scandale des doctorats professionnels à l'université de Yaoundé SOA concernant notamment le nouveau recteur en la personne de Magua Ondoa. Alors, ce qui se passe avec cette affaire, c'est que les réseaux sociaux se sont enflammés hier, comme vous faites le rapport ce matin, suite à cette nomination. J'ai lu beaucoup de choses, je fais juste l'exégèse de quelques-unes de ce que j'ai lu. Vous savez que le professeur Magua Ondoa, au-delà du doctorat professionnel, vient de l'université de SOA, Yaoundé 2, de la faculté des sciences juridiques et politiques là-bas. Et les gens estiment qu'au hit parade, au classement des facultés au Cameroun les plus délabrées, les plus en désordre, cette faculté-là précisément est la pire des facultés au Cameroun. C'est ce que j'ai lu, c'est pas moi qui dis, c'est ce que j'ai lu. Et donc beaucoup estiment que là-bas, il y a beaucoup de désordre et que comment on peut récompenser ce désordre-là. C'est ce que certaines personnes estiment. Mais j'ai également lu que c'est un maître, que c'est un grand homme, qui aime la droiture, que c'est un grand homme qu'on a envoyé à l'université de Douala et tout cela. C'est normal puisque quand on regarde ce qu'est l'université de Douala aujourd'hui, on se dit, alors là, il y a du pain sur la planche. C'est une université. Vous savez, nous savions qu'à l'époque, il y avait l'école sous l'arbre. Mais à Douala, ils ont créé l'université sous l'arbre. Donc, les enseignants donnent cours aux étudiants sous des arbres. Donc, il n'est pas exclu qu'un serpent vienne vous piquer pendant que vous prenez des coups là-bas. Donne des coups dans les garages. Dans les gradins. Dans les gradins là-bas, la maxi là-bas, il donne le même coup. Vous êtes étudiant, vous savez que moi j'ai passé mon bac pour l'université. On vous renvoie encore au lycée d'Aïdo. Au lycée d'Aïdo pour aller faire cours au lycée d'Aïdo. Donc vous comprenez, il y a ce désordre là-bas à l'université de Douala. Et en plus de ça, on a un personnel d'appui qui se plaint de ce qu'il y a des primes qui ne sont pas réglées, il y a des avancements pour la CNPS qui ne sont pas réglés, il y a des enseignants qui se plaignent. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de gens qui se plaignent là-bas pour ça. Donc, il y a du pain sur la planche. Maintenant, Benga, je commence par vous. D'abord, avant qu'on revienne sur le cas, beaucoup de gens, à la suite du scandale des doctorats professionnels, avaient prédit à Magua Ondoa, on va dire une descente aux enfers, parce qu'on estimait qu'il avait merdé. On se souvient qu'à l'époque aussi, le recteur de l'université de Yaoundé 1, cette fois-là, professeur Soso, avait estimé qu'il y avait un peu, de manière voilée, que l'argent de ce doctorat professionnel-là n'avait pas été versé dans les caisses de l'État, grosso modo. On s'était dit que là, c'était mal parti pour Magua Ondoa. Mais là, il est en train de rebondir. Oui, mais sûrement parce que l'enquête qui a été ouverte, on ne sait pas, on ne connaît pas les conclusions de cette enquête-là. Mais à première vue, au regard des sorties des uns et des autres, il s'est trouvé, de mon point de vue, je peux me tromper, que le professeur Ondoa, autant que le professeur Minko Haché, chacun avait raison de son côté. Chacun avait raison. Donc le chef d'établissement qu'il était à l'époque, professeur Ondoa, il s'est dit, il y a des magistrats qui ont fait un certain nombre de carrières et si ces magistrats viennent aujourd'hui, nous alors, on peut ouvrir des passerelles pour ces magistrats-là, pour ces avocats qui ont pratiqué le droit pour venir soutenir les thèses de doctorat
Et pourquoi pas enseigner? Ça existe. Mais est-ce que le pays se des autres? Justement, le problème c'est quoi? Il ne peut pas décider. La loi ne permet pas. Il nous dit donc on peut bousculer. C'est entre vous les juristes là-bas. Ils cherchent les députés qui vont proposer une loi. Voilà, mais au moins la proposition était soumise à sa hiérarchie. Oui. Et pour dire quoi? Pour dire que lorsqu'on fait une proposition de loi, il y a ce que vous appelez, comment vous appelez ça? Vous justifiez pourquoi vous le faites. Les exposés des motifs. Il a donné les exposés des motifs en donnant même les noms des potentiels étudiants qu'il pourrait faire et combien d'argent cela pourrait apporter à l'université. Oui. La proposition est restée quand même longtemps. Oui. Elle est restée là des années sans qu'on dise non, on ne valide pas, sans qu'on dise oui, on valide. Il fait comment? Donc c'est ça, et c'est pour cette raison qu'en fait il n'avait pas été, comme on dit, il n'avait pas été puni parce qu'il n'y avait pas de faute véritable. Mais il avait quand même le professeur quand même été en insubordination vis-à-vis de son supérieur, qui est le recteur. Mais mon ami, l'histoire évolue par les crises. Oui. Ce sont les crises qui font évoluer l'histoire. J'espère qu'il n'aura pas lui aussi un doyen rebelle à Douala. Absolument, ce sera à lui de gérer. L'histoire évolue par les crises. Il faut créer des situations de crise pour que l'histoire évolue. Maintenant, même le professeur Soso, moi j'aurais attendu pour le professeur Soso, parce qu'il avait dit que Koumateke était mort 8 mois avant qu'il n'arrive. Bon, d'accord. Peut-être j'exagère un peu. Je ne peux pas oublier ça. Non, je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier ça. Qu'ils nous disent si, comme les médecins également, qu'ils nous disent si les médecins d'Interpol avaient bien fait leur diagnostic sur le corps de Monseigneur Bala. Là, il n'a pas dit, il n'a rien dit. Mais il avait dit que là-bas, il avait fait un bon diagnostic pour Koumateke. Deux autres choses. Il est quand même à Yaoundé 1. Est-ce que la manière avec laquelle l'État a décongestionné l'université de Yaoundé 1 est la bonne? Elle n'est pas la bonne. Ça veut dire qu'on a pris toute une faculté qui s'appelait à l'époque droit et sciences économiques qu'on a déporté à Soa. Alors que c'était la faculté Vous souhaitez aider professeur Ondoa? Non, je n'ai pas. Je regarde froidement la situation. Oui, l'État devrait créer 2 universités à Yaoundé avec les mêmes facultés. Comme ça, on décongestionne. Vous ne pouvez pas faire comme on fait là. Vous pensez que l'université de Douala est décongestionnée? Quand on envoie une faculté de sciences halieutiques, des beaux-arts là-bas, ce n'est pas cela la décongestion. Ça, c'est des conneries. Si on veut créer une université dans chaque chef-lieu de région, on crée une université en bonne et due forme. D'abord, toutes les facultés et maintenant les écoles, les grandes écoles y afférentes. Donc, vous ne pouvez pas créer l'école des beaux-arts à Yabassi. Donc votre postulat, c'est que en 93, quand il a fallu éclater l'université Mère Yaoundé, il aurait fallu qu'on crée une université en bonne et due forme à Soa, avec la faculté de droit, en gardant les facultés qui avaient déjà. Voilà, absolument. D'accord. Okay. Et là, et même le pénurie, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut recruter les enseignants. Ils sont ces enseignants. Et en plus, on verra. Donc, c'est cette manière qu'il faut aller procéder. Est-ce que c'est le professeur Ondoa qui crée? Non, il est chef d'établissement, faculté de sciences juridiques et politiques. Je comprends un peu ceux qui ont fait ça à Yaoundé 1. Voilà. Après, si on crée une faculté de droit à Yaoundé 1 en Guayaquilé là-bas, et on crée une faculté de droit à Soa, beaucoup seraient allés plutôt faire la faculté de droit de Guayaquilé. Donc, personne ne serait... Non, puisqu'on avait créé Douala, on avait créé Douala au même moment, on avait créé Tchang, on avait créé Ngaoundéré. Oui, mais ça restait en ville. Oui, mais au moins, les gens qui venaient du littoral devaient rester dans le littoral pour la plupart. Ils allaient dire, mais quel est toujours, ils allaient dire, pléthorique. Bon, ceux qui étaient des bacheliers de l'Ouest devaient chercher à aller. Ceux qui sont le bachelier du Grand Nord devaient rester. Donc, ça allait décongestionner de toutes les manières. Donc, bon, mais sauf que ça ne peut pas expliquer le fait que cette faculté soit l'objet de nombreuses railleries de la part de la gestion du professeur Ondoa comme doyen là-bas. Professeur Ondoa, oui, avant d'arriver là-bas, il était d'abord vice-doyen à Douala. Et comme vice-doyen à Douala, à l'époque, il y avait le professeur Mbomé. C'est d'ailleurs lui qui a dit au professeur Douala que non, notre argent est là, nous pouvons l'avoir. Et quand il a été vice-doyen, il l'a donné, il n'a pas fait la rétention des fonds des enseignants. Donc, espérons qu'aujourd'hui, comme il est recteur, il n'aurait plus de grève. Maintenant, ce que vous avez parlé du professeur Eto'o là tout à l'heure, en réalité, c'est vrai.
on peut lui reprocher des mauvaises orientations parce que quand il y avait, au lieu de payer les frais des enseignants, il a préféré acheter des voitures, ainsi de suite. Mais il a trouvé que le professeur Bruno Bekolo Ibeh avait mis en place certains émoluments qui n'étaient pas, qu'on dit là-bas, qui n'étaient pas encadrés par la loi. Bon, faut-il continuer parce que son prédécesseur l'a fait au risque de... Faut-il attendre, mettre un bémol maintenant au risque de susciter la colère de ses collaborateurs? Bon, il a préféré avoir le courroux de ses collaborateurs que de risquer d'aller à Nebel ou à Kondengue, je ne sais pas. Bon, donc voilà un peu, c'est aussi difficile de prendre des décisions managériales comme ça, mais il a opté pour cette décision-là. D'accord. En tout cas, Donald Brice Kamgan, on voit très bien que cette nomination, il y a beaucoup de grilles de lecture quand même. Hein, on ne sait pas très bien sur quelle grille on doit se poser pour l'analyser. Oui, et j'ai toute une autre grille de lecture. Pour avoir quelques sources, ça et là, c'est davantage la situation du professeur Édouard de Douala qui a motivé ce changement à l'université. Donc c'est une sanction. Bon, je ne sais pas si c'est une sanction, mais mon explication va vous permettre de comprendre. Il y a cette tension sociale, évidemment, que tout le monde connaît, le fait que le personnel enseignant, d'abord le personnel enseignant au CINES, ceux qui sont régulièrement recrutés, attendaient longtemps pour avoir leur prime. C'est vrai que c'est une situation nationale, mais il y a une situation qui est particulière à l'université de Douala, c'est que certains enseignants qui siègent à la commission de coordination universitaire attendent 5-6 mois, 1 an parfois, sans recevoir les émoluments qui sont déjà reversés à d'autres enseignants qui siègent dans la même commission que préside le MINESUP dans d'autres universités. Cette commission-là siège à intervalle de temps régulier à Yaoundé. Donc il y a ces questions-là. Mais il y a également un autre élément, c'est au plan relationnel. Au plan relationnel, le professeur Édouard, visiblement, n'avait plus un certain nombre d'éléments de soutien. Je n'en dirai pas plus. Mais vous nous mettez-le dans la bouche. Vous nous activez et puis vous dites que vous n'en direz pas plus. Vous connaissez comment ce pays fonctionne? Non, mais écoutez, vous n'avez pas me dit qu'on connaît comment le pays fonctionne. Alors, ce qui est intéressant de rappeler, c'est que le professeur François-Xavier Édouard, d'ailleurs, vous savez, la vie, c'est quelque chose. Hein, le 11 juin dernier, le syndicat des personnels d'appui avait annoncé qu'ils allaient faire grève. Et il me souviens que le professeur avait fait une sortie pour menacer tous ces gens-là de ne pas faire grève, sinon ils verront ce qu'ils verront. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, un mois plus tard, jour pour jour, 11 juillet, c'est lui qui voit ce qu'il doit voir. En réalité, je veux dire, notre président de la République, on peut tout lui reprocher, mais il a le sens de l'humour, en réalité. Donc, je le dis, pour qu'on se comprenne bien. J'ai peur que ce soit une coïncidence. Tout simplement, et pas que ce soit planifié ainsi. J'ai peur. Parce que je vous dis qu'il y a un certain nombre de soutiens dont le recteur bénéficiait. Ce n'est pas une chose qui est particulière à lui. C'est-à-dire que tous les hauts responsables ont un certain nombre d'appuis au sein de l'appareil étatique. Donc ces soutiens-là, pour le moment, en ce moment-ci... Nous, on s'en tient au fait. 11 juin, 11 juillet. Voilà, ça veut tout dire. Les liens sont tout de suite établis et on va donc dire que le professeur Magloire Ondoa, beaucoup de gens que j'ai rencontrés disent de lui, parce que je le connais personnellement, disent de lui qu'il est un homme bien, un homme soucieux des gens, qui aime les gens, qui écoute tout le monde. Lorsque vous avez un problème, il vient, vous le voyez, il est toujours prêt à vous aider. Un homme simple, malgré la hauteur de ses fonctions, il ne fait pas plus que ça, il est toujours... il est avec tout le monde, bien avec tout le monde. Oui, parce que moi j'ai quand même un cliché avec lui quand il gérait les droits d'auteur au Cameroun sous Ferdinand Léopold Oyono. Effectivement, voilà l'un des gars qui disait au ministre que maintenant nous ne pouvons pas faire la rétention de l'argent des artistes. Nous devons reverser l'argent aux artistes. Et il instruisait, c'est comme s'il poussait le ministre. Et chaque fois, pour que les artistes ne revendiquent pas, ne puissent pas revendiquer. Là, au moins, je pense que c'est un cliché. Voilà. Et
on ne lui a jamais reproché d'avoir soutiré ci ou cela quand il était PCA de cette commission-là. Donc, en tout cas, ces témoignages... on pourra se faire un avis les 100 premiers jours. On va voir comment il va fonctionner, s'il va pouvoir gérer la situation avec les professeurs. Oui, et personne n'appuie sur tout. Oui. Personne n'appuie sur tout. Pour le moment, on le regarde encore. Oui, Donald Brice, oui. Pour que ce ne soit pas déséquilibré, il faut également dire, d'après 2 ou 3 informations, et d'après la récente actualité, que le plus souvent, le prof Ondoa, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, mais le plus souvent, parfois, en avance la cassette politique. Vous savez qu'il est membre du parti au pouvoir, et donc le plus souvent, ce n'est pas toujours la science qui passe. Ah non, tous sont des militants du RPC. Voilà. Maintenant, si lui, là-bas, il est un militant beaucoup plus fougueux et tout, pourquoi pas? Vous voulez pas que... Voilà, en tout cas, pas. À ce moment-là, moi, je reproche donc au chef de l'État, il faudrait qu'il laisse les enseignants d'université élire les recteurs. Voilà. Pourquoi un décret vient faire quoi là? En tout cas, s'il faudrait que... Voilà, comme on le voit ailleurs dans le pays. Une réforme attendue. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que il y a également les PCA qui ont été dans ce vaste mouvement. Les PCA également ont été placés. On a résolu quelques petits problèmes de PCA qui étaient décédés. On les a remplacés. On a également, souvenez-vous, votre ami DG de l'ECAM. Vous savez, Abdoulaye Babalé. C'est mon ami. Abdoulaye Babalé. Voilà. On a mis entre guillemets. Oui, mais parce que vous souvenez-vous, à l'époque, vous étiez très heureux que avant l'élection présidentielle, qu'il ait eu le courage de signaler que les machines à l'ECAM fonctionnement, et que c'est sûrement ce franc-parler qui avait valu qu'il soit remplacé par Dr Eric Essoussé. Sauf que le président Biya, lui, on avait ses amis. Devant là, et là, il lui a dit, bon, mon ami, c'est vrai, tu m'as dit la vérité, mais comme les autres, là, bon, laissons, je vais te placer un peu plus tard, et il l'a placé. Voilà. Parce qu'il a même été ambassadeur à plusieurs pays. Et surtout, il avait écrit un livre en 91, Paul Biya, le Moïse national. Voilà, ce fameux livre, Paul Biya, le Moïse national. Oui. Les vacances qui n'ont que trop duré. Vous savez que à l'USE de Marois, puisque Abdoulaye Babalé est le PCA de cette structure académique, Amadjoudi Adjoudji, qui est décédé depuis fin 2018, novembre ou septembre, n'était pas remplacé. C'est le même cas pour les autres 3 universités, notamment Bamenda, où le PCA a été également décédé sans qu'on les remplace. Ce n'est pas par manque de ressources humaines. On va terminer avec vous, Karine. On parle de la nationalisation de la SNH. Le président de la République a signé encore le 9 juillet dernier un décret portant transformation en société à capital public de la Société nationale des hydrocarbures. Elle est ainsi dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Son siège est fixé à Yaoundé, selon les internautes qui affirment n'avoir jamais vraiment été situé sur le statut de cette entreprise. Pour eux, il s'agit d'un règlement de compte du Cameroun aux multinationales occidentales qui n'auraient pas pu faire plier leur pays sur la situation au nord-ouest et au sud-ouest. Certains soulèvent aussi le problème de devises qui, en effet, selon ces derniers, cette décision limiterait l'exportation du pétrole brut, ce qui permettrait au Cameroun de diversifier son partenariat avec la Russie. On note que la SNH sera sous tutelle technique et financière du secrétaire général à la présidence de la République. Alors, c'est très intéressant ce qui est arrivé hier parce que, enfin, on va peut-être savoir ce qu'est cette nébuleuse. Le décret date du 9 juillet. Quand je dis 9 juillet. Oui. Donc quand il n'y a pas de nébuleuse, c'est nébuleuse parce que c'est vraiment une nébuleuse, cette SNH-là. Absolument. Bon, Pékin, vous en savez beaucoup parce que voilà, autant d'Assoumou qui avait d'ailleurs expliqué que c'était un domaine réservé. Donc, désormais, l'État est l'actionnaire unique de la SNH. La SNH est désormais est transformée. Le terme est bien écrit. Transformé en entreprise publique à l'entreprise à capitaux publics. Ça veut dire qu'avant c'était quoi la SNH? Avant c'était quoi? Non, une entreprise parapublique. Ça veut dire avec le privé et le public. Au moins des actionnaires. Au moins deux. Et qui étaient-ils ces actionnaires-là? Mais attendez, on ne sait même pas
où sont logés les actes notariés. Voilà. Sûrement que ça doit être à Paris. L'État a-t-il racheté les parts de ces gens? Voilà, c'est parce que ouais. et vous avez bien fait de parler de nébuleuses. Que Ouais. ce soit Jean Assoumo ou Adolphe Moudiki, Oui. vous connaissez les fonctions administrateur, directeur général. Ça veut dire qu'eux-mêmes sont actionnaires. Voilà. Bon, une personnalité actionnaire représente les actions de quelqu'un, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que lorsque cette société naît, il y a un empire en France qu'on appelle Elf, l'empire Elf, Oui. qui est là, qui gère bien le précaré français. Et Jean Assoumo, paix à son âme, nous disait, c'est un domaine réservé au chef de l'État, dont les affaires de pétrole, c'est les affaires réservées au chef de l'État. Et le secrétaire général de la présidence de la République était logiquement le PCA. Maintenant, il devient, vous l'avez dit, tutelle technique et financier. Et voilà. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République reste toujours à ce niveau. Maintenant, les enjeux, parce que c'est ça qui semble intéresser les internautes. Moi, je ne pense pas que s'il y avait vraiment, si le sol camerounais était vraiment nanti de pétrole avec grands enjeux, ces multinationales auraient laissé la SNH. Non. Moi, je pense voir plutôt le contraire. Je vois plutôt... Le pétrole est fini, Le pétrole, oui, ils ont siphonné le pétrole tellement qu'ils ont sucé notre pétrole. Et avec l'accident de la Sonara, ils se disent que là, le Cameroun, on attend un peu, on les laisse gérer les résidus. Bon, on verra, si ça revient, on reviendra. Parce que la même chose est passée en 73, hein, qu'on ne vous trompe pas. Quand il y a une crise mondiale oui. et que on explorait encore, ce n'était pas un moment. Bac 79, le prix du pétrole a augmenté de 10, notamment, c'est passé de 250 à 250 000 millions de dollars. Les Français, et je me rappelle encore de la décision du président du patronat français à l'époque, Paul Ouvelin, il a créé quelque chose qui n'a jamais existé, Action concertée pour le développement en Afrique. Mais sauf que les Africains avaient pensé que c'était le développement de l'Afrique. Mais bon, on avait dit développement en Afrique. Donc, ils ont pris cet argent de pétrole, ils l'ont utilisé, ils ont fait ce qu'ils en ont fait, et c'était fini. Donc aujourd'hui, ils ont pris, ils ne veulent plus prendre de risques. Elle dit, mais on laisse le Camerounais, comment vont-ils gérer la Sonara? Oui. Comment vont-ils gérer la SCDP, qui aussi est en état de délabrement très avancé? Comment vont-ils? Bon, on les laisse. Bon, vous avez lecture. Donc, quand les gens vous parlent de souveraineté, le Cameroun maintenant, c'est faux. C'est archi faux. On vous laisse quelques armées. Non, mais que l'État nationalise. Mais on nationalise pour. On n'a rien là. Il n'y a rien. On va gagner quoi là-dedans? Non, mais l'État a quand même nationalisé aussi l'eau tout récemment. Après avoir donné la possibilité aux Marocains de prendre ce qu'ils ont pris. Oui. Et avec la Sonel, quand on va nationaliser la Sonel, on va revenir à la Sonel, vous allez dire que oui, c'est une bonne chose. Alors que les Américains, les Anglais, ils ont sucé tout l'argent qu'ils ont pris. Non, justement, on nous laisse. Les gens viennent s'enrichir. Je comprends maintenant votre logique. Oui, les gens viennent s'enrichir. Quand ils ont renfloué leur caisse, ils vous disent, bon, vous aussi, il reste quelques jus dans cette orange-là, bon, restez sucés. Donc c'est et vous aussi, vous sortez avec le gros en disant, oui, ça revient, on revient avec nos choses. Quelle chose? On a tout pris. Mais bon, pourtant, un homme avisé, un homme politique avisé comme Jean-Robert Wafo estime que c'est plutôt un gros coup que le président a fait en chassant les Occidentaux de cette affaire. Et non, voilà. Ce n'est pas possible. Je souhaite donc, quand vous le faites, oui, chasse les Occidentaux. Pourquoi on ne peut pas chasser les Américains du nickel et du cobalt à Lomé? Est-ce qu'on peut chasser les Coréens du diamant de Mobilan? On ne peut pas. Parce qu'il y a encore du jus là-bas. Mais donc pour vous, il n'y a pas de lien à faire avec la Russie qui aurait peut-être pu... Là, on va commencer des nouvelles explorations maintenant. Et eux, ils ont engrangé, ce qu'ils ont voulu engranger. Maintenant, on dit, comme il y a beaucoup de dépenses à faire, bon, faites-les, on va voir. D'accord. Donald Brice Kangomon, pour vous trouvez quelle opportunité à cette transformation du statut de la SNH? Bon, d'abord, je vous dis toujours que les secteurs du pétrole sont des secteurs très flous. Vous avez d'abord pour cette entreprise dont il est question un directeur général qu'elle a depuis... NADG.
Voilà, désormais ADG. Non, il est ADG. C'est maintenant qu'il pourrait être DG. Voilà. Parce que s'il est actionnaire, il pourrait refuser même son genre de DG. Voilà. Il est actionnaire alors que l'État est actionnaire unique. Non, j'ai dit il est déjà actionnaire là. Parce qu'il est ADG. Maintenant qu'on vient de changer, il faut qu'il négocie avec l'État. Il va dire à l'État, mais mon argent que j'ai dedans. Mais l'État dit qu'il n'est plus dedans. On ne l'a pas encore remplacé. Mais qui sait? On ne l'a pas encore remplacé. Non, c'est un secteur où l'État fait tout et tout pour que le flou et l'opacité persiste. Il en est de la SNH comme d'ailleurs, le FMI a plusieurs fait des rapports dans ce sens. Sur la gestion, on parle justement de cette la SNH, oui. Sans que personne ne sache combien ça brasse comme... certainement beaucoup de milliards, mais combien? Personne ne sait. En tout cas, très peu de communication. Des notes qu'on a chaque année, leur contribution dans le budget de l'État. Le plus souvent confidentiel, parfois avec très peu de précision. Donc, tout cela rend difficile l'analyse, mais le citoyen ordinaire que nous sommes attend évidemment de ce type d'entreprise qu'on puisse nous dire qu'est-ce que ça contribue en termes d'investissement, même dans le PIB du pays, qu'est-ce que ça rapporte et puis comment est-ce que les ressources qui sont générées, sont reparties, sont utilisées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on lit le décret, lorsqu'on lit les articles, on voit très bien que désormais la SNH a l'exclusivité de l'exploitation, de la fouille, tout ce qu'il y a, gaz, pétrole et le reste. Donc c'est pour vous dire que l'État, comme vous l'avez dit, en transformant en entreprise publique, donc en fait une entreprise pourvoyeuse de bénéfices et que désormais nous serons au taquet pour investir et puis en retour avoir les dividendes par rapport à ça. C'est un souhait que vous oui, mais voilà. Puisque c'est ce que vous avez, mais c'est vous qui avez fait la définition tout à l'heure. Oui, l'entreprise publique. Le vœu. Est-ce que tous les entreprises pour que ce soit donc un vœu, il faut que le premier président de la Cour suprême, il a fait les rentrées dernièrement en disant ne fait pas de grève, de manifestation publique. Non, instruit, comme a été le cas pour Eva Joly en France, un des magistrats, je ne sais pas, de la Chambre de compte, de la Cour suprême ou quelque part, voilà. Il dit que regardez-moi ce que se passe la SNH. D'accord. Pour Dominique Audrey. Oui. En ce sujet, en quelques mots, on peut se dire que le Cameroun est en train d'entrer dans une nouvelle donne. Peut-être c'est le début de beaucoup d'autres entreprises. Peut-être on verra, vous avez dit que l'eau également, on a déjà nationalisé. Bon, pour le Camerounais lambda qui ne sait pas trop à quoi ça sert, on se dit que c'est quelque chose de bien, que c'est bien pour le pays et qu'on rentre en possession de ce qui nous appartient. Et comme Donald Brice l'a dit, on espère qu'il pourrait avoir des bénéfices qui vont nous permettre de rembourser la dette dont il parlait au début. D'accord. Et juste pour expliquer, il y en a qui ne comprenaient pas pourquoi dans l'article 4, il est précisé que la SNH n'était pas soumise aux procédures du Code des marchés publics. Vous savez que l'État a également réglementé une procédure pour l'entreprise publique. Oui, parce que les entreprises publiques ont leur mode de façon de marché public. Oui. Donc, là, ça a encore le domaine d'avantage réservé. Donc, ça veut dire que désormais, la SNH est une entreprise publique. Au sens propre du terme, ça veut dire qu'elle va obéir à d'autres, comme font d'autres entreprises publiques. Donc pas comme font les ministères pour la passation de marché public. C'est ce que précise cela. Et ce qui est intéressant aussi à Dibo Bengan, même si vous ne voulez pas que je le dise, je vais quand même le dire, c'est que on va espérer que la loi de 2017 du 12 juillet qui régit les entreprises publiques et établissements publics s'applique désormais maintenant de manière claire à la SNH et que son PCA, qui est, comme vous le savez, le SG de la présidence et que ça n'a jamais différé que ça, soit également soumis à ces 9 ans de mandat qu'on ne peut pas dépasser. Oui, absolument. Même s'il reste tutelle. Absolument. Oui. Ça veut dire la chose simple suivante. Oui. S'il reste même PCA, ça veut dire que chaque fois qu'on change de secrétaire général, la présidente on change. Mais également, ça veut dire que le président devra nous dire si l'actuel va continuer à être PCA ou pas. Parce que le poste de secrétaire général de la présidente de la République est intimement lié au poste de président du conseil d'administration de la SNH. Voilà. Bon, comment va-t-il faire
les combinaisons, bon, c'est à lui de voir. D'accord. En tout cas, c'est des qualifications qu'on aura dans les semaines à venir, puisque on ne peut pas faire un si grand mouvement et ne rien changer dans les jours à venir. Donc, on va attendre de voir les actes du président et voir ce qu'il nous réserve. Voilà. Voilà tout, madame, monsieur, pour cette revue des réseaux sociaux. Karine Soltia, merci. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci. On va poursuivre ce programme, madame, monsieur, avec évidemment un élément qu'on devait rentrer en jeu avec Consti Lamine, mais comme il n'est pas encore positionné, on va lire quelques messages avec vous, Karine. En effet, permettez-moi de vous solliciter une fois de plus. Par rapport à la colère, surtout, je suis personnel de santé, excusez-moi de revenir en arrière. Je pense qu'il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités en main. Et en ce qui concerne la santé, chaque année, des milliers de personnels de santé sortent des écoles de formation et lorsqu'il faut intégrer, ils ne le font pas assez. Les nombres de places sont tellement limités. Je crois que le gouvernement doit arrêter de créer des chômages aux Camerounais. Ainsi, s'ils ne peuvent pas intégrer, nous souffrons tellement. Créer les chômeurs, j'imagine. C'est un vrai pamphlet, hein? Oui. Merci pour ce message. Oui. Un autre message, Hans depuis sud du Cameroun. Je pense que les problèmes d'octroi des primes aux professeurs des universités reposent sur la mauvaise gestion de fonctionnalité des recteurs et bien d'autres. Merci. On va, puisque Consti Lamine est placé là où il devait être placé, voici Canal Shopping. On regarde l'élément et ensuite on vient à lui. Canal Shopping. Au régime contraignant, aux séances interminables de gym, mais continuez à affiner votre silhouette sans trop d'efforts. C'est très simple. Il vous suffit d'enfiler ce top et ce panty de sudation et de vaquer à vos activités habituelles. Dès que la doublure intérieure entre en contact avec votre peau, elle augmente la chaleur naturelle de votre corps, favorisant et stimulant ainsi la sudation. Éliminez les surcharges d'eau et façonnez-vous une très belle silhouette. Ce n'est pas tout. Il vous permet également d'éliminer les toxines accumulées qui sont la cause de la formation des capitons, mais aussi source de fatigue. Quant à votre peau, elle sera purifiée, raffermie et tonifiée. Optez pour Sona Shaper et retrouvez la silhouette dont vous avez... Consti Lamine est avec nous ce matin. Bonjour Consti. Oui, bonjour Eric. Bonjour à tous les clients du concept Salaka. Je reviens encore ce matin pour parler de ce partenaire, pas comme les autres, Canal Shopping International. Il est question de parler Sona Shaper, il est question de parler Vibro Slim, il est également question d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs qui devraient savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus les dauphins masseurs du côté de Canal Shopping International. Consti Lamine, à travers le concept Salaka, a vidé le stock des dauphins masseurs. Nous allons donc tout de suite commencer la vente de ce matin avec bien entendu la présentation intégrale de votre vêtement de chauffage, bien entendu ce vêtement qui vous permet de vous dégraisser, le Sona Shaper, que voici un vêtement de dégraissage, un vêtement qui vous permet d'éliminer les toxines dans le corps, un vêtement qui vous permet également d'avoir une silhouette de rêve, et ceux qui ont été victimes d'un AVC, qui ne peuvent plus pratiquer le sport, le Sona Shaper est donc qui vous permettra de pratiquer le sport quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Alors, chers téléspectateurs, que vous soyez, bien entendu, que vous soyez une personne tellement costaude, une personne slim, une personne moins costaude, je vous conseille vivement d'acheter votre vêtement de dégraissage, votre vêtement qui vous permettra de vous désintoxiquer au maximum, le Sona Shaper. Bien entendu, tout le monde peut l'avoir. Les hommes comme les femmes, chacun devrait avoir le Sona Shaper à la maison. C'est un vêtement pas comme les autres. Alors parlons donc du prix à l'instant. Vous l'avez à 20 000 francs du côté bien sûr de Canal Shopping International. Un prix de promotion au lieu de 40 000. Vous l'avez donc à 20 000 francs du côté bien sûr de Canal Shopping International.
Profitez de cette promotion pour avoir un vêtement de dégraissage, pour avoir un vêtement qui va éliminer la surcharge d'eau dans le corps, pour avoir un vêtement qui va éliminer les toxines, pour avoir un vêtement qui vous permettra de pratiquer le sport quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. C'est bel et bien le Sauna Shaper de qualité supérieure, neuf dans le carton avec garantie. Vous l'avez à 20 000 francs seulement au lieu de 40 000. À côté bien sûr du Sauna Shaper, on a cette ceinture chauffante qui vous sera présentée dans quelques instants. C'est bel et bien le Vibro Slim double action. Une ceinture de massage chauffante. Elle permet de dégraisser les parties du corps dont on a besoin, c'est-à-dire de dégraisser, notamment le ventre, les cuisses, les jambes, les pieds. Vous l'appliquez sur la partie à dégraisser. Il va donc, à travers les vibrations, il va jouer un rôle de dégraissage. Donc, chers téléspectateurs, c'est l'occasion plus que jamais de courir c'est-à-dire derrière cette occasion et de vous rendre à l'instant du côté de Canal Shopping International pour avoir votre Vibro Slim à 15 000 francs au lieu bien sûr de 35 000 francs. Oh là 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 là. Je dis bien 15 000, un Vibro Slim au lieu de 35 000 francs. Revenons sur le point de vente où avoir le Sauna Shaper et le Vibro Slim. Rendez-vous directement du côté de Yaoundé, à côté de la pharmacie Tongolo. C'est à Yaoundé, à Douala. Nous sommes derrière Douala Labo. Au Carrefour Paris d'Ancine, à Makepe, nous sommes à Paja Center de ce côté-là. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala, qui sont hors de c'est-à-dire de la ville de Yaoundé, et qui ont besoin du Sauna Shaper, du Wrestling, appelez nos numéros de téléphone et vous serez livré à domicile. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. N'achetez plus le vrac. N'achetez plus n'importe quoi. Évitez de dépenser. Évitez d'acheter n'importe quoi. Voici la qualité et rien que la qualité. Et bien sûr, en bonus, vous aurez droit à ce sac dans lequel vous allez mettre votre Sauna Shaper. Rien que ce sac a une valeur de 2000 francs. Mais Canal Shopping vous le donnera gratuitement pour tous ceux qui vont commander le Sauna Shaper et le Vibro Slim. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez pas. Rendez-vous à l'instant. Vous n'avez pas de l'argent, appelez, faites des réservations. N'attendez pas la fin du stock. Oui, Canal Shopping, c'est le magasin qu'il vous faut. C'est le magasin de la qualité et surtout des meilleurs prix. C'est Nyanga. C'est Ndolé. Voilà. Merci Constilamine. Voilà, monsieur, le programme se poursuit. Voici Interpellation. On va garder l'élément préparé pour nous par Cédric Chouna et ensuite commentaire sur le plateau. À tout de suite. Ce que demande au pays, moi je veux le changement dans notre pays. Parce que nous sommes dans un grand pays où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et entre temps, il y a le chômage au quartier qui les font en chômage. C'est tout le monde qui pleure que les enfants n'arrivent pas à la soeur, la femme à la maison. Quand nous sortons le matin comme ça, on se revient, on ne trouve rien qui s'occupe aux enfants. Et tout ce que moi je demande aussi au Cameroun, c'est qu'on fait un changement dans notre pays. Pour que tout se passe très bien dans les bonnes conditions. C'est tout ce que nous demandons. Voilà, le compatriote qui s'est exprimé clairement, succinctement. Bon, Bengan, quel commentaire vous faites de ce qu'il a dit? Ça m'a rappelé la réponse du secrétaire général adjoint du comité central de RDPC, le ministre Grégoire Ona. Oui. Quand les citoyens ont dit on veut changement, il dit mais vous voulez changer le changement? Voilà. Donc je dis que pour lui, non, de manière plus sûre, voilà. C'est que non, les citoyens voudrait voir des choses fonctionner autrement. Vous avez parlé tout à l'heure des PCA et de tout, parce que M. Kedi de la Arcel, quand il pense ça surprend. On oublie qu'il y a des gens, par exemple, le Fonds national de l'emploi, son DG est là depuis environ 20 ans, Mouti Abdidias, le PCA, lui, il a au moins 19 ans, voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà. Oui. Quand au moins ces petits postes-là, on peut leur confier, même si ça reste entre les mains des militants et du RDPC, du comité central, mais au moins qu'on change. On sait que tous les 9 ans, voilà, qu'on respecte la loi, voilà. Même si c'est réparti ça entre eux. Maintenant, le drame, et là c'est le plus grand danger, je termine par là, on est quand même dans un pays où on nous dit que tout est à construire, mais on vous dit également qu'il n'y a rien à faire. C'est ce paradoxe que je n'ai jamais compris. D'accord. On va retrouver Constilamine. Consti, c'est à vous une fois de plus. On parle de Vombio et Vombio Oméga 3, lotion Vombio, toute la gamme Vombio. De belles choses pour ceux qui le regardent, surtout parce que nous recevons davantage de témoignages de personnes qui signalent avoir trouvé satisfaction avec ces Vombio-là.
C'est bien cela, Consti? Bien entendu, je confirme, Eric. Vous savez très bien que la particularité du concept Salaka n'est pas la recherche du gain. Ça, il faut le rappeler. C'est la recherche de la satisfaction de la clientèle. Parce que j'ai pris l'engagement devant Dieu et devant les hommes de servir la population du monde entier en leur permettant d'acheter la qualité et rien que la qualité. Raison pour laquelle à Salaka, quand c'est pas bon, on ne vend pas. Même si vous payez Salaka le milliard, quand il constate que ce que vous voulez qu'il vende n'est pas de très bonne qualité, je ne le ferai pas. Et si j'ai décidé d'associer mon image derrière les laboratoires Cedorex avec la gamme Von Bio, c'est parce que après bien sûr plusieurs mois d'expérience, plusieurs mois d'enquête, plusieurs mois de sondage, le résultat était positif et aujourd'hui, ils sont nombreux, comme tu l'as si bien dit, qui ont retrouvé le sourire en consommant le Von Bio Oméga 3, raison pour laquelle j'ai donc décidé, une fois de plus, d'offrir quelques jours de réduction spéciale à tous les clients consommateurs du Von Bio Oméga 3. Alors je vous accorde une double réduction, question de vous récompenser, raison pour laquelle vous aurez encore pendant quelques jours votre complément alimentaire que voici, que je présente en intégralité. Vous l'aurez à 5 000 francs au lieu de 6 000 qui est le prix officiel, au lieu de 5 500 qui est le prix du concept Salaka, vous l'aurez à 5 000 francs. Donc appelez dès à présent, passez vos commandes, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, c'est l'occasion plus que jamais d'avoir le Von Bio Oméga 3 au prix de 5 000 francs. Je rappelle que vous serez facturé à 5 500. Les autres 500 francs seront supportés par le concept Salaka, mais tout en vous rappelant que le prix du concept Salaka est de 5 500. Vous aviez encore quelques jours, chers téléspectateurs, pour avoir ce complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète, de nous prévenir contre les AVC, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle pour ceux qui ont les problèmes de tension. Vous l'avez donc à 5 000 francs. C'est une double réduction. Ce n'est pas le prix, chers téléspectateurs. Je le fais pour vous et rien que pour vous. Je vous le donne à 5 000. Donc appelez dès à présent. Passez vos commandes, que ce soit 10 boîtes, que ce soit 20 boîtes. C'est l'occasion d'acheter assez et de le garder à la maison parce qu'il est arrosé de plusieurs gélules. Alors n'hésitez surtout pas de le faire. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, vous avez bien entendu ce complet, c'est-à-dire cette lotion des diabétiques qui permet d'embellir votre peau. Oh là 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 là. C'est que d'avoir une peau de rêve, une peau nyanga. Une peau qui est nyanga. Une peau qui est nyanga, le diabétique là. Qui veut avoir une peau nyanga, voici la solution. La lotion des diabétiques qui coûte normalement 6 000 francs, mais je vous la donne pendant quelques jours encore, chers téléspectateurs, à 5 500 francs. Oui, parce que je vais supporter 500 francs. Ah ben oui, ça je le fais. C'est une action personnelle. Alors n'hésitez surtout pas. Alors revenons rapidement sur les modalités de livraison. Ceux qui le regardent hors de la ville de Douala et qui ont besoin de leur Von Bio Oméga 3, on a un représentant à Yaoundé. Et dans les autres villes, vous pouvez appeler et passer votre commande. Que ce soit à Bafoussam, à Yaoundé, en Gueule-Mandouka, vous serez livré. Profitez là. Yes, tatan. Bien belé. Et ben, j'ai la vente du Oméga 3. Il y a des compléments alimentaires. Il y a bois. Et ben, Oméga 3, fish oil, onongi temo, diabète nyongo, et c'est pas compliqué. Onongi temo, aussi ma bene AVC. Onongi temo, tension nyongo nyasiba. Donc, mototenye sengalemba tatam. Et je ne saurais partir, Eric, sans remercier le président national des sauveteurs du Cameroun, qui conseille tous les jours le Von Bio Oméga 3 aux sauveteurs du Cameroun, bel et bien monsieur Tulin Claude, du côté du Carrefour Arnaud, qui est le président national des sauveteurs du Cameroun. Merci président pour le soutien que tu apportes au concept Salaka, monsieur Tulin Claude, du côté d'Arnaud. Merci beaucoup. Silamine, on va vous remercier. Votre présence est toujours un festival. Nous savons l'apprécier chaque fois que c'est le cas. On va lire quelques messages, Karine, pour permettre à tous ceux qui nous écrivent, ils sont très nombreux qui nous écrivent, quand même de pouvoir sentir que nous sommes avec eux. Voilà, allez-y. La santé est un trésor. Malheureusement, au Cameroun, c'est un trésor froissé par la mauvaise politique sanitaire. Et le téléspectateur continue en disant que la tutelle ou pas, le pétrole est la perle de la misère des Camerounais. Dit depuis Fumbot. Oui, d'ailleurs, il a raison de le dire parce que
Il y en a qui estiment que le pétrole n'a jamais développé un pays. Pourquoi? Mais quand on voit les pays comme les Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, qui en 1980 étaient des villages mal forés. La Guinée équatoriale à côté, et ici, on a vu que le pétrole l'a fait. Si on l'avait laissé une gestion normale, voilà. Je pense que sauf qu'il aurait dû réduire la part du pétrole dans son PIB. Voilà, tout à fait. Mais au moins, ça permet de dire que le pétrole peut développer. Oui. Si les dirigeants de ce pays-là ont... Beaucoup l'ont dit parce que le prix du baril a chuté en 2014, passant de $100 à $40 le baril, ce qui a un tout petit peu quand même fait tiquer de nombreuses personnes. On peut le comprendre. Mais le pétrole reste évidemment une ressource naturelle très prisée, très précieuse. En tout cas, on espère que malgré cette chute, on espère que ça le restera. Qui pourrait se relever d'ici 2020. D'accord. On espère que ça le restera. D'après les projections. On espère que ça le restera parce que beaucoup nous ont parfois dit ici qu'on garde ce pétrole pour nos générations futures. Alors que désormais, on a en train de réfléchir comment faire le carburant, tirer le carburant de la canne à sucre ou bien faire les voitures électriques. Donc le pétrole va bientôt ne plus être utile pour l'énergie. C'est comme tromper un bébé avec un bonbon. Voilà. De le dire. On lit un dernier message, Karine, et on part. Je ne vois même pas où se trouve le problème. Le monsieur n'a pas honte de se plaindre à son âge. Il compte consommer son mariage quand il aura 8 ans. Quand il aura 8 enfants, il doit savoir que sa femme est comme ça. Dialoguer avec elle pour qu'ensemble, ils puissent s'organiser et s'amuser. D'accord. Oui, il y a une chose que j'ai pas dite. Il doit lui faire un enfant. Oui, peut-être ça va la calmer. Oui. Mais le mariage, il doit lui faire un enfant. Absolument. Elle sera tellement occupée aux enfants qu'elle pourra laisser. Et s'il n'est pas prêt pour le moment? Voilà, non, je dis, n'est pas prêt, il s'est marié. Mais il veut une solution. Se marier ne veut pas dire qu'on veut faire des enfants. On ne se marie pas pour avoir des enfants. C'est la solution. On se marie pour avoir les enfants. C'est même ça. Et les femmes qui ne peuvent pas coucher, on ne les épouse pas. D'accord, merci. Elles vont chercher une deuxième épouse qui fera les enfants. Merci. Donald Brice, belle semaine ensemble, vous voyez, vous avez pris votre pied, j'imagine. Hein? Ça vous le dit à nos spectateurs. Comment vous êtes senti, vous? Bien, dans votre peau. Un soldat répond partout où la nation le sollicite. D'accord, merci infiniment, vous êtes un soldat, un patriote. Ça, on le sait. Voilà, monsieur, passez un très très bon week-end avec Equinox. On se retrouve lundi 10h. Surtout que Dieu bénisse le Cameroun.